à toutes et bonjour à tous. C'est dans quelques instants le départ du Grand Prix du Portugal, n'est-ce pas Pierre Van Vliet, et non pas du Grand Prix de France, mais on a compris votre lapsus. Un Grand Prix qui s'annonce extrêmement mouvementé, tout d'abord parce qu'il y a une Ferrari en pole position et c'est celle de Gerhard Berger. Ensuite parce que les Williams Renault qui sont juste aux côtés de Berger ont toujours roulé aux avant-postes durant tous les essais et même ce matin durant le warm-up. Enfin, parce que durant ces mêmes essais, les McLaren Peugeot, et oui, les McLaren Peugeot ont été toujours constantes à une bonne place et à un bon niveau. Je crois grâce à une meilleure mise au point que d'habitude, grâce aussi à un moteur qui est peut-être moins puissant que ses homologues, mais sûrement plus souple et donc plus facile à utiliser. Tout cela promet beaucoup, promet énormément, et vous n'avez pas oublié, on vous l'a rappelé, nous sommes sur l'autodrome d'Estoril, le circuit qui est probablement le plus complet, avec celui de Spa-Francorchamps, n'est-ce pas Alain, sans oublier le désormais célèbre tire-bouchon. Oui, c'est un circuit qui a été un peu modifié, mais qui ne perd pas du tout ses caractéristiques. C'est un circuit difficile parce que les pilotes doivent mettre au point vraiment très très bien leur machine s'ils veulent être compétitifs. Ils doivent faire preuve, bien entendu, comme partout ailleurs, mais d'une agressivité pour faire des très bons temps, pour être très performants, mais aussi il faut un côté physique. Il y a très peu de pilotes qui arrivent à tenir vraiment du début jusqu'à la fin de la course avec un rythme très élevé. Les 20 derniers tours sont toujours très très éprouvants physiquement. Et même si le circuit a été modifié, même s'il y a un virage moyen ou en tout cas rapide en moins, et même s'il y a une épingle en première, physiquement je pense que ça ne changera pas grand chose. Johnny Rive, un mot très bref sur le warm-up de ce matin. Eh bien, un rodage qui s'est soldé par une hiérarchie établie équipe par équipe, plus que pilote par pilote. Les Williams Renault se sont placés aux deux premiers postes, devant les deux McLaren Peugeot. L'écart cependant entre Hakkinen et Coulthard était de 7 dixièmes, ce qui est beaucoup quand même. Puis venaient les deux Jordan de Irvine et Barrichello, tandis que les deux Ferrari étaient un peu éloignés du fait d'un gros sous-virage qui a gêné les deux pilotes en tenue de route. Panis a réussi le 11e temps, ce qu'il a placé, s'il vous plaît, devant les deux Benetton de Leto et de Verstappen. Bernard a obtenu le 18e temps. Dalmas et Comas sur les deux Larousse ont signé exactement le même temps, une 25 155 millième, exactement le même temps, mais Dalmas a effectué une touchette après un tête à queue. Gounon a le 24e temps et Philippe Adams, le Belge avec le vieux moteur Honda, le 26e et dernier temps. Et bien justement, Alain Prost, pendant qu'on est dans le tour de mise en place définitive de la grille, des Benetton Ford étrangement absentes. Oui, étrangement absentes, et on ne peut pas dire que ce soit une surprise, puisque déjà le Grand Prix précédent, c'est-à-dire sans Schumacher, les Benetton étaient aussi pas vraiment à l'aise. Donc, bien entendu, beaucoup de gens se posent la question, est-ce que Michael Schumacher est un extraterrestre ou est-ce qu'il y a d'autres explications? Certains pensent même que la voiture de Schumacher pourrait être différente de celle utilisée par Leto et Verstappen. Je ne crois pas, je crois simplement que Schumacher est certainement un bon metteur au point, qu'il connaît bien l'équipe, il connaît bien sa voiture, il sait comment la régler relativement vite sur des circuits qu'il connaît bien. Et il est certainement aussi intrinsèquement plus rapide que ses deux coéquipiers, mais il n'y a pas 2 secondes ou 3 secondes autour. Mais l'accumulation des deux fait qu'il est de toute façon plus compétent, plus compétitif, et au bout du compte, eh bien, les 2 secondes et demie sont là. Les chiffres de ce Grand Prix du Portugal, un circuit de 4 km et 360 mètres, 71 tours, et donc 309 km, 560 mètres de Grand Prix. C'est l'un des Grands Prix le plus long de l'année, le deuxième d'ailleurs exactement, après le Grand Prix du Japon. C'est la 561e épreuve du championnat du monde depuis 1950. Le championnat du monde, on sait, la 45e saison. Nous sommes là dans la 13e des 16 épreuves de cette saison 1994. Et vous saurez que ici on parle beaucoup d'Ayrton Senna puisqu'il a remporté sa première victoire, mais que le circuit a surtout souri à Alain Prost qui a gagné 3 fois et à Mansell 3 fois également, tandis que Senna, Berger, Patrese et Schumacher n'ont gagné qu'une fois, alors que là c'est une voiture qui part, je pense que c'est Katayama, qui part tout doucement vers la ligne des stands, probablement moteur coupé. Elle est sur le point de s'immobiliser, alors qu'à gauche sur votre écran vous voyez les voitures en train de se ranger. Pauvre Katayama, lui qui était
vraiment si bien placé depuis la mi-saison grâce à son propre talent, grâce aussi à la Tyrrell qui a beaucoup évolué et au moteur également au moteur Yamaha. J'ai l'impression que quelqu'un a calé sur la grille, Jean-Louis, oui, et que les drapeaux continuent de s'agiter. Oui, redonner une chance. Non, les drapeaux s'arrêtent, donc la voiture. Ce sont les drapeaux de mise en place. Si l'homme là-bas dans le fond de votre écran, le préposé au drapeau vert, l'agite ce drapeau, eh bien le départ aura lieu. C'est comme ça que les feux vont s'allumer au rouge, puis au vert. Berger à droite sur votre écran, Démonil à gauche. Tous ces joueurs-là très rapidement, et Berger a pris un très très bon départ. Attention au croisement de main là-bas. Au bout, dans ses doubles droites, Berger avec pas mal d'avance. Jean Alesi qui essaie de s'infiltrer, les deux Williams Renault sont passés. Du calme, messieurs. Jean Alesi qui essaie de contenir une McLaren Peugeot, c'était celle de Mika Hakkinen. Bien passé également dans la fin de ce double droite, alors que l'on fixe ici une Benetton Ford. La remontée de départ des deux Ferrari. Oui, très beau départ des deux Ferrari. La remontée maintenant vers le haut du circuit. Et puis là, grande courbe, légèrement en descente. Alors que le long serpentin des 25 Formule 1, alors peut-être si Pierre Van Vliet va du côté de Tyrrell Yamaha, il nous dira ce qui est advenu du pauvre Ucchio, que voici, et qu'on va essayer de pousser. Il doit absolument dégager. Eh bien, il est parti. Il partira donc à la poussette avec un tour de presque de distance, un demi-tour, alors que là, la Ferrari, les deux Williams Renault et la Ferrari de Alesi abordent le tire-bouchon et que tout le reste du peloton passe en encombre. Berger déjà sorti de ce bouchon, il va arriver dans la grande courbe à droite, cette parabolique à 180 degrés que l'on surnomme la courbe d'Ayrton Senna. Tout le monde passe toujours sans encombre. Et Berger qui a établi un certain écart avec Coulthard qui est en deuxième position. Berger, top pour lui sur la ligne de chronométrage, devant Coulthard, devant Démonil et devant l'autre Ferrari, celle de Jean Alesi. Il y a 2 secondes entre Berger, Coulthard et Hill, et puis Jean Alesi un petit peu plus loin. Hakkinen toujours à sa place en 5e position, Barrichello 6, Frenzen 7, Verstappen 8, Brundle 9, Fittipaldi 10, Blundell 11, 12 Irvine, 13 Panis, 14 Leto, 15 Echezari, 16 Herbert, 17 Morbidelli, 18 Alboreto. Alain Prost, Gerhard Berger est en train de prendre de l'avance. Oui, très peu. Bon, de toute façon, il faut se méfier des 2 premiers tours quand les pneus sont un peu froids. Bon, on ne sait pas quelle quantité d'essence ils ont, combien de ravitaillement ils vont faire. On peut penser que la Ferrari fera en tout cas 2 ravitaillements. On pourrait imaginer que la Williams mieux équilibrée n'en ferait qu'un, peut-être, mais ça me paraît pas vraiment peut-être un choix judicieux. On a vu en tout cas pendant les essais, à part les qualifications bien sûr, où Berger a fait péter un temps, comme on dit dans le jargon. On a vu que les châssis Williams étaient vraiment très très compétitifs sur ce circuit. Personnellement, je suis allé voir les voitures ce matin dans des virages rapides et le tire-bouchon très très lent, et la Williams m'a beaucoup impressionné. Donc on peut imaginer qu'elles sont vraiment très compétitives sur la durée du Grand Prix, et si elles ne sont pas aussi proches de Berger, peut-être qu'elles ont un peu plus d'essence. Ce serait pas impossible, mais ils ont tout le temps en tout cas pour combler le handicap. La Ferrari de Berger, toujours à l'attaque, avec les 2 Williams Renault, Coulthard et Hill dans cet ordre, et Alesi en 4e position, et la McLaren Peugeot de Mika Hakkinen juste derrière. Voilà les 2 Williams à l'assaut de la Ferrari de Berger, qui s'éloigne un tout petit peu, 1 seconde pleine maintenant toute ronde entre la rouge de devant et les 2 bleues blanches derrière. Alors que Alesi compense lui avec 3 secondes et 6 dixièmes derrière Démonil. Ça veut dire que Jean Alesi n'a peut-être pas, Johnny, la même quantité d'essence. Alain faisait état il y a quelques secondes, la même quantité d'essence que Berger peut-être. Ou alors ce mécanicien n'a pas réussi à éliminer le sous-virage dont les 2 Ferrari ont souffert ce matin au warm-up, ce qui n'a pas plus l'air d'être le cas de celle de Berger en tout cas, qui évolue avec beaucoup d'aisance devant les 2 Williams. Alors que nous sommes à bord de la Williams Renault de David Coulthard, avec la Ferrari là-bas devant en point de mire, cette Ferrari qui est dans la courbe Ayrton Senna, et voilà qui débouche sur la ligne droite des stands, l'une des plus longues lignes droites. Vous disiez Alain tout à l'heure que ça serait dur pour les Williams de passer, ça va être très dur. C'est très dur. De toute façon, la Ferrari a une très très bonne vitesse de pointe, et pour essayer de doubler vraiment la régulière dans cette ligne droite, il faut être
pratiquement à hauteur de l'autre voiture, au milieu de la ligne droite, car le virage après est un virage en fin de ligne droite, un virage très rapide en 5e. On lèche un peu les freins, on freine mais pas très fort, et donc celui qui est à l'extérieur, c'est-à-dire sur la bonne trajectoire, a toujours un avantage. Il faut se méfier, on pense toujours qu'on peut doubler relativement facilement à cet endroit, et c'est là où on a vu d'ailleurs encore hier en Formule 3000 de nombreux accrochages, oui, car c'est aussi une portion de la piste qui est un peu plus sale, on le dit, on le répète, souvent en dehors de la trajectoire, mais aussi un peu plus bosselée, et c'est un peu un piège. L'accrochage, nous l'avons montré ce matin dans Automoto, l'un des plus célèbres étant celui qui a opposé Nigel Mansell et Ayrton Senna précisément à cet endroit. Alors que nous sommes ici avec la Williams-Renault de Damon Hill qui se rapproche et qui guette toujours David Coulthard. Il y a peu entre les deux hommes, il y a tout juste une seconde. Oui. C'est peut-être des problèmes de frein, ça aussi on l'a abordé dans Automoto. Les freins ici c'est quand même... Oui, c'est vrai que c'est un problème, mais à cet endroit, oui, cet endroit-ci, bon, pratiquement toutes les voitures bloquent un peu la route, il y a un peu un dévers, et la roue intérieure se bloque très facilement sans que ça pose problème aussi bien pour le comportement de la voiture que pour les pneumatiques eux-mêmes. Alors au tour précédent, c'est-à-dire le troisième tour, il y avait 1 seconde et 4 millièmes entre Berger et Coulthard. Il y a maintenant 7 dixièmes entre Berger et ce même Coulthard. C'est-à-dire que les deux Williams-Renault se rapprochent insensiblement, mais ils se rapprochent tout de même de la Ferrari. Alors avant que Coulthard n'en passe directement aux actes, et Damon Hill également, et puis un peu plus loin Jean Alesi, nous on va à Paris, on se retrouve après ça. Dans le 7e tour du Grand Prix du Portugal avec, vous le voyez, les deux Williams-Renault qui se sont rapprochés de la Ferrari de Gerhard Berger. L'écart était au 5e tour de 1 seconde, au 6e tour de 7 dixièmes, et puis maintenant, eh bien, il n'est plus que de 5 dixièmes, et Damon Hill se rapproche également. Johnny Rim, un petit point sur les autres écarts. Eh bien, pour rester avec les Ferrari, Jean Alesi, qui était pointé après 2 tours de course à 3 secondes 6 de son équipier Berger en tête de la course, est resté à peu près à 7 écarts. Son retard a évolué à 3 secondes 9, 3 secondes 7, 4 secondes 3, 4 secondes 2 pour le dernier passage. Tandis que les Williams en revanche se rapprochent progressivement de Berger. Alors, du côté des Williams-Renault, Pierre Van Vliet, vous êtes au renseignement dans le stand de Williams-Renault pour savoir ou deviner le nombre de ravitaillements. Eh bien, je vous confirme qu'il y aura bien 2 arrêts ravitaillement et changement de pneumatique chez Williams-Renault. Et dans d'autres équipes, eh bien, il pourrait bien y en avoir 3, notamment chez McLaren, Peugeot, peut-être ailleurs. Vous voyez que les trains de pneumatiques sont prêts dans les couvertures chauffantes et qu'on s'attend à plusieurs arrêts. Pas seulement pour la consommation d'essence, pour la gestion, disons, du capital carburant, mais aussi pour les pneumatiques qui jouent un rôle capital dans ce Grand Prix. Alors qu'avec Alain, Johnny, nous sommes en train de regarder Jean Alesi qui est vraiment plein de bagarre avec sa voiture, lui tout seul dans sa petite poche. Oui, il attaque. Il ne savait pas très bien comment faire pour ces changements de pneumatiques, c'est-à-dire s'arrêter, même en faisant seulement 2 arrêts, mais s'arrêter un peu plus tôt ou un peu plus tard avec le premier ou le deuxième train en fonction du trafic, en fonction de la situation où il se trouve. Bon, apparemment, je crois qu'il n'aura pas de choix vraiment réel. Il est tout seul là derrière les 3 leaders. Il s'arrêtera. Une Ferrari. C'est Berger. Pardon de vous couper la parole, une Ferrari qui vient d'abandonner à l'entrée, je crois, j'ai pas bien vu, du tire-bouchon, mais enfin peu importe. Ce qui est grave, c'est que c'est une Ferrari, celle de Berger, qui a abandonné, et ce qui est bien, par contre, eh bien, c'est que ce sont maintenant les deux Williams-Renault au commandement de ce Grand Prix du Portugal avec David Coulthard devant Damon Hill, et on les voit, voilà, comme à la parade, plus de Ferrari. Avec celle de Jean Alesi maintenant qui est 3e, c'est donc David Coulthard en tête, je crois, pour la 2e ou 3e fois de la saison, Johnny Reeves. Coulthard a fait un tour en tête. Oui, pour l'instant, c'était peut-être au Grand Prix d'Italie, voire au Grand Prix de Belgique auparavant. En tout cas, le jeune Écossais qui sera bientôt remplacé par Nigel Mansell. C'est peut-être un petit peu dommage, ça, Alain? Oui, c'est dommage parce que c'est un pilote qui est vraiment très très apprécié par toute l'équipe Williams, par tous les mécaniciens qui sont venus me dire ce matin que, alors qu'on voit un peu de fumée, oui, voilà, on revient sur de Berger, sur la voiture de Gerhard Berger. Ici, nous sommes à bord de la Williams-Renault, oui, et David, il lève le bras et pour revenir à Coulthard, il fait vraiment un début de carrière en Formule 1 quand même assez exceptionnel. Il fait vraiment presque jeu égal, pas tout à fait en qualification, mais en tout cas en course. On peut dire qu'il fait jeu égal avec Damon Hill, si ce n'est mieux
dans certaines conditions. On voit d'ailleurs qu'il reprend un peu de terrain maintenant à Desmonil. Bon, il est dans une situation, comme on l'avait dit d'ailleurs il y a 15 jours, un peu difficile, dans la mesure où il va devoir laisser sa place à Nigel Mansell. C'est son dernier Grand Prix pour Williams cette année. Et il doit prouver quelque chose. Bon là, si ça restait en l'état, il devrait certainement laisser passer Desmonil dans l'optique du championnat du monde de pilote. Mais s'il prouve, et comme il est en train de le faire, qu'il est l'égal de Damon et peut-être mieux en course, il a un pilotage, je l'ai vu encore ce matin, qui est très très coulé. Et en course, il est vraiment certainement redoutable et peut-être un petit peu plus fin que Damon dans certains virages. Donc ce serait vraiment dommage et je crois que ce serait avec grand regret que l'équipe Williams se laisserait partir. Alors ce qui est clair, c'est que vous dites que Coulthard prend de l'avance, il en prend, Alain, il était à 1 seconde devant, alors que vous voyez ici cette caméra très spéciale sur la Ferrari d'Alesi, avec juste la pose bleue du casque de notre Jeannot. Oui, on revient à Coulthard, il avait 1 seconde toute ronde d'avance sur Hill, il a maintenant 1 seconde 8 et ça s'explique. La cadence de Hill était jusqu'à présent de 1,23 et 6 ou 7 au tour. La cadence de Coulthard, elle vient de passer à 1,22 et 9 dixièmes, vous voyez que c'est beaucoup. D'ailleurs, le meilleur tour, c'est toujours Coulthard qui l'a. Il l'a fait au 3e tour, 1,22 858 à près de 190 km/h de moyenne. Alors que là, on revient sur Jean Alesi dans le tire-bouchon. Jean Alesi qui paye un petit peu l'abandon de son équipier puisque son retard sur les 2 Williams qui ne sont plus maintenant contrôlés par Berger, son retard sur les 2 Williams Renault s'accentue. Pierre Van Vliet, un point rapide. Oui, un petit mot à propos justement de l'abandon de Gerhard Berger sur la Ferrari. C'est le flegme ici derrière sur le mur des stands, mais la version officielle, ce serait un problème de boîte de vitesse pour Gerhard Berger, bien que le doute est toujours permis chez Ferrari. C'est-à-dire on n'aime pas trop mettre le moteur en cause, oui. Et donc parfois on a plutôt tendance à donner une version officielle qui n'est pas tout à fait la même que la version officieuse. Voilà Pierre Van Vliet qui fait sourire à l'imposte. C'est vrai que les motoristes chez Ferrari, c'est un clan, un état dans l'état, mais bon. Oui, c'est vrai qu'il ne faut pas, alors on ne sait jamais. Maintenant c'est peut-être vrai, mais on a toujours un petit doute. C'est vrai qu'on attaque rarement comme on dit souvent, le cœur de la voiture qui est le moteur pour les Italiens. Ça peut être le boîte de vitesse, mais enfin on a vu quand même un petit peu de liquide s'échapper de la voiture et c'est un petit doute. Et David Coulthard s'échappe, on joue nous un jeu top position, n'oubliez pas pour jouer Minitel TF1 3615. 36-15 TF1 pour jouer. Oui, Coulthard, il s'énerve. 2 secondes maintenant d'avance. La cadence 1,22,7. Eh bien, c'est lui qui s'échappe. Ce n'est pas Desmonil qui ralentit. C'est Coulthard qui accélère la cadence puisque Desmonil vient de passer en 1,22,9 en cadence. Et là, nous revient en mémoire la réaction de Desmonil après le Grand Prix d'Italie récemment, quand on lui avait demandé lorsque vous avez dépassé Coulthard, est-ce que c'était une consigne de votre écurie? Et Desmonil, avec un sourire, avait répondu: mais qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Il était devant moi, je joue le titre de champion du monde, que pouvait-il faire d'autre que de me laisser passer? On va voir si ici la consigne, non pas communiquée pendant la course, mais entendue dès le départ, on va voir si la consigne est toujours appliquée par David Coulthard. Donc c'est la dernière sortie sur une Williams Renault. Ça peut jouer. Oui, Alain Prost, est-ce que par contre, en écoutant la consigne, mais en montrant sa force, il a peut-être une carte à jouer, Coulthard, il peut laisser passer Hill à la façon de Mansell dans le dernier tour avec Patrese? Oui, c'est un peu dommage. Bon, pour lui, c'est un peu dommage aussi pour le sport, mais c'est vrai que les enjeux sont tels que l'écurie n'a pas le droit de laisser passer l'opportunité pour Damon de gagner cette course et de revenir à un point. C'est vrai que Damon, dans sa position, si tout est un peu arrangé sur le plan consigne, il n'a qu'une chose à faire, c'est rester juste derrière Coulthard et attendre le bon moment. Alors Coulthard, lui, il doit démontrer de ce dont il est capable. Ceci dit, je dirais que c'est presque superflu. Je crois que tout le monde est convaincu que Coulthard a fait une entrée remarquée en Formule 1 et est très compétent, vraiment sur le plan mise au point, sur le plan performance pure. Il n'y a qu'une chose sur laquelle il est un peu handicapé, c'est le plan physique, peut-être parce qu'il n'a pas encore la même expérience, la même habitude de conduire une Formule 1 du début de la course jusqu'à la fin sur un circuit aussi éprouvant. On l'a vu d'ailleurs en Hongrie aller à la faute de par un problème physique et uniquement physique. Et là, ça pourrait être, mais là depuis le temps d'ailleurs, il a roulé beaucoup et il a pris un peu de la bouteille, mais ça pourrait être le seul handicap pour lui.
Alors que nous avons vu furtivement Pierluigi Martini arrêter Saminardi au stand. L'arrêt a duré exactement 30 secondes, c'est donc plus qu'un ravitaillement. Je crois que Martini a eu le temps de montrer l'arrière de la voiture et qu'il a fallu arranger quelque chose très rapidement. En tout cas, Martini, lui, du coup, il est maintenant assez loin. Et ben oui, il est en 25e et dernière position puisque Berger a abandonné. Berger qui, jusqu'à son abandon, faisait le compte. Il y avait toujours 26 voitures en course, ce qui était quand même assez important. D'habitude, il y a beaucoup d'abandons dans les débuts de Grand Prix. Eh bien là, pas du tout. Et il y a toujours maintenant 25 voitures en course dans ce Grand Prix du Portugal. Nous sommes là dans le 13e des 71 tours avec Coulthard qui mène une cadence infernale puisqu'il va 6 à 8 dixièmes plus vite au tour que Demonil. On voit que Demonil disparaît dans le lointain là-bas. Et Jean Alesi aussi, Johnny, pardon. Jean Alesi encore plus. Le voilà, Jean Alesi au dernier passage était pointé à 11 secondes du leader, alors que tant que Berger était là, il s'était situé entre 3 et 4 secondes de retard, Jean Alesi. Et voici Jean Alesi avec cette Ferrari qui a très largement évolué. En tout cas, même si le résultat n'est pas véritablement flagrant, il faut dire que la Scuderia Ferrari est l'écurie qui travaille le plus, puisque on nous l'a montré plusieurs fois. Vous voyez ici sur les gros plans de côté les nouveaux déflecteurs, les doubles déflecteurs, les doubles anti-vortex. Vous voyez, c'est une écurie qui ne baisse pas les bras. Heureusement, Jean Todt est là pour la maintenir avec sa poigne habituelle. On continue de travailler et maintenant, on en est à ne pas s'étonner d'une pole position de Berger au Grand Prix du Portugal. Moi, je trouve, Alain, que même si cette pole position a été aidée par les conditions atmosphériques et les événements, c'est quand même assez probant. Oui, c'est un progrès, mais de toute façon, on attend tellement de Ferrari et dès qu'ils commencent à progresser, on attend aussi très rapidement des résultats très, très convaincants. Et je trouve que ce qu'ils font est déjà très très bien, mais c'est tellement difficile de travailler sereinement que, on l'a vu, malgré une pole position, dès que les voitures rouges se sont trouvées un petit peu en arrière pendant les essais libres ou le warm-up, tout de suite on commence à entendre des choses un peu moins bonnes et c'est dommage, ça les empêche de travailler très, très sereinement. C'est vrai qu'il y a une grande différence en tout cas pour l'instant entre les performances réalisées aux essais par les Ferrari, c'est-à-dire sans essence avec des pneus neufs et en attaquant vraiment sur un tour, les pilotes sont capables de faire des temps canons, même sur des circuits comme le Portugal, vous l'avez dit, un peu plus compliqué que celui de Monza. On les attendait pas d'ailleurs, entre parenthèses, en pole position ici, mais en course ils pêchent un peu par régularité, un peu plus d'usure de pneumatique, certainement un moteur un peu moins facile à conduire, un peu moins progressif dans les virages comme on voit ici à Hakkinen, dans les virages un peu serrés, et ça fait la différence. Alors Hakkinen, qui je le suppose doit être très largement regardé du côté de Sochaux, où Frédéric Saint-Jour n'a pas tout à fait osé nous le dire. Frédéric Saint-Jour, le DG de Peugeot, il y a une journée porte ouverte dans toutes les usines Peugeot là-bas dans la région. Je crois que c'est à peu près une vingtaine de milliers de personnes qui sont réunies devant un grand écran pour regarder TF1 et ce Grand Prix du Portugal. Voilà cette McLaren Peugeot en 4e position. Vous voyez qu'elle n'est pas si loin que ça de la Ferrari de Jean Alesi. Elle est à 3 secondes et 8e, c'est pas beaucoup. Hakkinen s'est retrouvé à peu près à 4 secondes de Jean en début de course, et petit à petit, il le remonte un tout petit peu. Il tourne à peu près dans les mêmes temps que Jean, mais sensiblement plus rapide, et il grignote presque centième par centième. Et ce sera certainement une belle lutte pour la 3e place si les Williams ne connaissent pas d'ennui technique sur ce Grand Prix. Alain, nous le disions en préambule de ce Grand Prix, est-ce que c'est un petit peu la mise au point, un petit peu le moteur Peugeot, tout ça réuni qui fait que les McLaren vont progresser sur ce circuit quand même très significatif? Écoutez, je disais ce matin à Joe Ramirez, à qui on parlait de la saison un peu de le team manager de McLaren, que personnellement, ayant essayé justement cette voiture pendant l'hiver dernier, au mois de janvier, si je me rappelle bien, ou février, je sais pas, que les résultats obtenus cette saison par l'équipe, pour moi, sont pratiquement inespérés. C'est vraiment de très très bons résultats. Quand on pense que le moteur a tourné pour la première fois au mois de décembre et que 3 mois avant, il n'existait pratiquement pas. Donc on voit un tête à queue de Chora après la fumée. On dirait que c'est une tête à queue après la fumée. C'est Gounon. Ouais. C'est Jean-Marc Gounon sur la Syntec. Jean-Marc Gounon qui était en 23e position. Oui, et donc alors que on a parlé trop tôt. Je ne vais pas faire peur, mais il me semble qu'il y a une petite fumée qui s'échappe. Regardez.
Non, ça repart. Peut-être un petit blocage, non? Vous m'avez fait peur, Alain. Mais il faut dire que dans le tire-bouchon, quand même, quand on tombe là-dessus directement, on peut penser que la voiture peut s'arrêter. Frein, mais ça me paraissait... On va voir. En tout cas, pour revenir à ça, peu importe ce qui va se passer maintenant, je trouve que vraiment, on a dit pas mal de choses cette année, mais la performance de McLaren et Peugeot ensemble pour la première année est quand même très encourageante. Il ne faut pas attendre de miracle de la part d'une équipe qui s'associe pour la première année avec un motoriste qui est tout nouveau en Formule 1. Alors que l'on voit David Brabham au stand. Oui, et ceci, Alain, en guise de conclusion, je crois, pour couper court à toutes les spéculations à propos de Mercedes et de McLaren. Je ne vois pas pourquoi chez McLaren on irait chercher ailleurs ce qu'on a déjà. De toute façon, s'ils avaient collaboration avec un motoriste différent l'année prochaine, puisqu'on a parlé beaucoup de Mercedes, ils devraient essuyer de toute façon la première année pratiquement les mêmes plates qu'ils ont essuyé avec Peugeot, à savoir non seulement la compétitivité du moteur ou du matériel, mais aussi le fait qu'il faut quand même travailler ensemble pendant pas mal de temps, apprendre à se connaître, apprendre à travailler non pas pour avoir les résultats immédiats, mais pour progresser. C'est ça qui est le plus important en Formule 1. Alors que les deux Williams Renault qui cavalent en tête de ce Grand Prix du Portugal, Coulthard devant Hill, eh bien rattrape les premiers pilotes retardataires. Vous voyez, il va falloir s'écarter dans la ligne droite. Il y a Alboreto, il y a Katayama, il y a Eric Omas et il y a Dalmas, Yannick Dalmas qui essaye de s'accrocher à David Coulthard. Dalmas qui emporte un tout petit aileron, alors que Pierre Van Vliet, derrière vous, il y a les Martiens. Eh oui, on se prépare déjà dans les stands. Après les arrêts anecdotiques, dirais-je, de Martini et de Brabham, les choses sérieuses commencent chez McLaren, chez Benetton, mais aussi chez Williams Renault. Vous l'avez souligné, les leaders sont maintenant un petit peu englués dans le trafic. Il n'est pas impossible qu'ils anticipent peut-être un tout petit peu le premier arrêt. En tout cas, en principe, le premier à s'arrêter chez Williams devrait être David Coulthard. Eh bien écoutez, on va surveiller ça. David Coulthard, nous l'avons à l'écran en ce moment. Il a dû se débarrasser. Ah non, c'est pas encore fait. Voilà, il y a encore les retardataires à doubler. Ces premiers retardataires devraient être Adams, Goulon, Dalmas, et puis Comas, et puis Alboreto, et puis Katayama. Ceux dont nous vous disions tout à l'heure. Voilà, c'est Comas. Donc devant il y a Alboreto, et puis plus loin Katayama. Donc attention, là l'expérience va jouer, et peut-être que, alors que les caméras de Jean-Luc Villemont nous montrent toujours d'autres Martiens, ne vous retournez pas, vous êtes suivis. Ça, ce sont les hommes de Benetton Ford, prêts au refueling, comme on dit dans le jargon de la Formule 1. Des voitures de voilà. Et voilà. Attention, ça commence à se précipiter. Premier rebondissement dans le 18e des 71 tours de ce Grand Prix. L'arrêt de la Williams Renault de tête de David Coulthard est top pour lui. Comme convenu, c'est d'abord David Coulthard qui s'arrête chez Williams. On veut être évidemment certain que tout se passe bien du côté des changements de pneumatiques et des ravitaillements. Et puis ce sera au tour de Damon Hill. Coulthard en part. 10 secondes toute ronde, Pierre. 10 secondes toute ronde pour ce ravitaillement. Attention à la sortie ici. Elle est extrêmement chaude. Oh, je sais bien qu'il y a de la profondeur de champ des caméras, mais tout de même, il faudrait bien sur ce circuit d'améliorer aussi ce point. L'entrée comme la sortie des stands, c'est très copieux. Coulthard s'est arrêté vraiment au bon moment par rapport au trafic. Il est commencé à perdre un petit peu de temps. Il a perdu à peu près une seconde sur son meilleur temps. Et là, bon, il double facilement, alors que Damon a déjà perdu plus d'une seconde et demie sur le tour qu'il a effectué juste après l'arrêt de Coulthard. Donc c'est tout à l'avantage de David Coulthard pour l'instant. Coulthard, alors qu'ici c'est Gianni Morbidelli qui rentre avec son arrose. Un moteur Ford, vous voyez, tout petit flap derrière, les tout petits ailerons derrière le bord de fuite des pontons. Le chronomètre a démarré pour Morbidelli. Alors, petite précision, comme cela se produit souvent, la vitesse est limitée à 120 km/h dans la voie des stands pendant la course, alors qu'elle n'était à 80 km/h pendant les essais. Écoutez, il faut dire que dans la voie des stands c'est relativement droit, donc assez large même, on peut rouler comme on veut. Attention pour Damon Hill, lui aussi à son tour, top pour lui. Ah, le chronomètre n'est pas parti. On va rajouter au moins 2 secondes à ça, top, ça fera 8 et demi. On va voir justement, il avait à peu près 5 secondes et demie de retard sur Coulthard. On va voir si ce que je disais c'est avéré juste. Il devrait se retrouver à peu près avec 6 secondes et demie de retard normalement.
Et donc le classement pour l'instant nous donne sur notre computer, et oui, vous le savez, et oui, Jean Alesi en tête de ce Grand Prix du Portugal avec sa Ferrari. Jean Alesi qui, je crois me souvenir l'an dernier, avait couvert 19 tours en tête, alors là il est en tête dans le 19e tour seulement. Exactement. L'année dernière, Jean Alesi avait perdu la première place en s'arrêtant à son stand à la fin du 20e tour pour ravitailler, et jusque là c'est lui qui menait le Grand Prix à la surprise générale. Là c'est Blundell, Mark Blundell sur la Tyrrell Yamaha qui a ravitaillé, et on va voir si Jean Alesi est parti avec plus d'essence que les Williams, quitte à s'arrêter par exemple dans 5 ou 6 tours, ce qui serait une bonne nouvelle pour lui. Mais s'il s'arrête au tour suivant, ça veut dire qu'il a à peu près la même quantité d'essence depuis le départ et que les Williams sont meilleurs intrinsèquement, comme elles l'ont déjà montré et aux essais et ce matin lors du rodage. Alors chez Ferrari on se prépare, mais on est bien davantage près chez McLaren et chez Benetton. On attend Hakkinen et Verstappen. Chez Ferrari visiblement c'est dans quelques tours que Jean Alesi rentrera seulement dans 5 tours, si j'en crois le tableau de panotage du stand Ferrari. Ça c'est intéressant là. Oui, Jean avait l'intention à son premier train d'aller un petit peu plus loin, c'est ce qu'il m'avait dit un peu ce matin, il savait pas trop, donc vu les conditions de course, donc vu la position dans laquelle il se trouve, il va certainement essayer de continuer un petit peu. C'est bien, mais c'est peut-être un peu risqué, dans la mesure où si Hakkinen s'arrêtait rapidement, s'il partait avec des pneus frais, il pourrait peut-être doubler Jean qui se trouve seulement à 4 secondes 6 devant lui. Donc c'est un petit risque. Alors que Verstappen a effectué un 6 secondes 3 de bon augure. Pierre Van Dijk, oui, absolument. Verstappen et Hakkinen ont ravitaillé en même temps. Et c'est la Benetton qui est repartie en tête. Donc Verstappen a dépassé le Finlandais grâce à son arrêt ravitaillement plus rapide. Alors dans quelques instants, on fera le point alors que Jean Alesi est toujours en tête. Johnny. Et bravo pour le pronostic d'Alain Prost. Coulthard a repris la piste avec 3 secondes d'avance sur Damon Hill. Donc virtuellement, c'est lui qui mène ce Grand Prix. Bien qu'actuellement il soit quatrième derrière un trio à surprise, puisque c'était premier Alesi, deuxième Hakkinen qui vient de s'arrêter, et troisième Barrichello. Attention à Alesi qui arrive à son tour lui aussi dans le trafic. Et là c'est Mika Hakkinen. Non mais alors ça n'est pas Hakkinen, Pierre, qui a dû s'arrêter, mais peut-être Brundle. Oui. Hakkinen est toujours à 4 secondes de Jean. Oui, c'est plutôt cela, mais Pierre était mal placé. C'était Brundle qui était en lutte avec Verstappen de toute façon. Oui, c'était Brundle, et vu de loin, effectivement, c'était très compliqué. À voir, alors que donc Alesi est toujours dans le 21e tour. Ça, il en reste 50 jusqu'à l'arrivée. Il faut te dire, en tout cas, ça n'a pas empêché Jean Alesi, je vous le disais, d'être à l'abordage maintenant des pilotes retardataires. Alors que nous suivons Hakkinen. Voilà, c'est un peu le risque, c'est-à-dire qu'Alesi va se retrouver un peu derrière les pilotes retardés, alors que Coulthard et Hill, eux, ont pratiquement la voie libre devant avec des pneus frais. Ils peuvent aller bon chemin et ils tournent en 1.23.4, 1.23.6, alors que les deux leaders, Alesi et Hakkinen, tournent au-dessus de 1.24.5, oui, donc une seconde d'écart. 1.24.8 pour Alesi, 1.24.5 pour Hakkinen, 1.24.6 pour Barrichello qui est en troisième position, 1.23.6, et oui, c'est beaucoup mieux. Même pour le jeune David Coulthard qui possède Damon Hill et qui possède Frentzen. Le taillement de Katayama qui avait tout à l'heure manqué son départ en calant au moment du départ. Et le pilote japonais n'a pas pu profiter de sa place en troisième ligne sur la grille. Il essaie de remonter à la cravache. Oui, il est en 18e position pour l'instant. Alors que on voit passer Mika Hakkinen toujours avec la vue de la première place. Voilà Alesi et derrière Hakkinen à 3 secondes et demie, et Barrichello qui est bien regroupé. Donc les trois premiers se sont groupés en à peu près 5 secondes. Alors chez Ferrari, les pneumatiques sont sortis des couvertures chauffantes. Oui. Ça veut dire que Jean Alesi est attendu incessamment. Et oui, il va sans doute rentrer au prochain passage. C'est vrai chez McLaren également pour Mika Hakkinen. Et bien sûr, ça va être la guerre dans les stands. Peut-être encore un tour. Nous sommes dans le 23e tour. Alors il va falloir chronométrer ou l'un ou l'autre. Johnny Rie va préparer son chronomètre. Ça c'est Brabham qui est revenu à son stand. Il ne faut pas manquer
L'entrée au stand de Jean Alesi, il doit y pénétrer, de même que l'entrée au stand de Mika Hakkinen. C'est l'embouteillage ici, il y a Tony Herbert, il y a Eric Bernard, il y a beaucoup de monde. Alors là aussi, des précieuses secondes peuvent être perdues. On s'en souvient avec Gerhard Berger à Monza, qui avait été gêné par la Ligier qui ravitaillait juste devant lui. Alors que voilà, Hakkinen qui rentre au stand. Et Alesi certainement aussi, je ne le vois pas. On ne voit pas Alesi. Allez-y, on va peut-être le voir. Voilà, il rentre. Eh bien ici on est prêt à les recevoir, allez-y d'abord. Et Hakkinen ensuite, le premier et le deuxième. C'est Barrichello qui est en tête pour l'instant, mais virtuellement. Allez-y. Chez Ferrari tout se passe bien en principe. Oui, on a peur, voilà. on se rappelle de Monza. Attention la boîte de vitesse, c'est bon, et Hakkinen est deuxième. Hakkinen deuxième, ils sont partis dans cet ordre. Et bien nous on va à Paris, on se retrouve dans quelques instants. Estoril dans le 25e des 71 tours de ce Grand Prix du Portugal, avec toujours l'embouteillage dans les stands, et on a eu Leto, on a eu Alesi et Hakkinen pratiquement roue dans roue, et maintenant c'est donc Rubens Barrichello, ici c'est Eddie Irvine, Rubens Barrichello qui est en tête de ce Grand Prix du Portugal avec une avance de 4 secondes et 7 dixièmes sur Coulthard, le troisième étant Demonil, le quatrième Hans Harald Frentzen et sa Sauber Mercedes, et puis le cinquième Alesi et le 16e Hakkinen. Donc Barrichello, on s'apprête à suivre sa rentrée au stand pour ravitailler, et à ce moment-là, eh bien la course aura retrouvé son schéma qui est celui de pratiquement des premiers tours après l'abandon de Gerhard Berger, à savoir Coulthard en tête avec sa Williams Renault devant l'autre Williams Renault, celle de Demonil, avec, vous le savez, Coulthard qui veut faire ses preuves parce que c'est son dernier Grand Prix sur la Williams, puisque Nigel Mansell doit le remplacer pour ce qui concerne l'Europe, le Japon et l'Australie, et puis Demonil qui lui joue le titre de champion du monde, puisque vous le savez, nous n'avons peut-être pas assez insisté là-dessus, il y a un grand absent dans cette course et c'est Michael Schumacher, Alain. Oui, c'est vrai qu'il est absent, et sur le plan sportif on doit quand même y penser. On parle beaucoup du championnat, on parle beaucoup de Demonil. C'est vrai que beaucoup pourraient penser que sportivement c'est pas juste ce qui arrive à Schumacher, on le pense aussi, il faut quand même le dire, c'est vraiment très très dur à accepter pour Schumacher qui a dominé quand même jusque-là le championnat du monde, mais il faut aussi dire que c'est pas la faute de Demonil si Schumacher n'est pas là, il fait son métier, il fait son travail aussi bien que l'équipe Williams Renault, alors qu'on voit Barrichello qui s'arrête, et donc il faut essayer de prendre ça d'une manière positive, de penser que le championnat c'est vrai est plus intéressant, peut-être pas de la meilleure manière qu'on puisse trouver, mais il faut quand même aller jusqu'au bout, en espérant peut-être sur le plan sportif Schumacher soit champion. Mais pour l'instant on est là pour poursuivre tout le travail que toute une équipe accomplit, Williams Renault et Demonil. Et alors on parle beaucoup des pilotes d'ailleurs, mais il y a quand même un championnat qui est peut-être aussi important pour des constructeurs, notamment en Renault, c'est le championnat du monde constructeurs, et si les deux voitures de Frank Williams restaient première et seconde, peu importe l'ordre d'ailleurs, eh bien il reprendrait la tête du championnat constructeur à Benetton, et c'est quand même c'était une des motivations de l'équipe Williams en début d'année. Ce serait vraiment une très belle performance compte tenu des problèmes techniques qu'a rencontré cette équipe en début d'année. Alors que peut-être avec un gros ça bloque de tous les côtés, ça c'est Coulthard, il y avait Demonil juste derrière, justement à la faveur du dépassement des pilotes retardataires, il apparaît que Coulthard s'est légèrement fait rattraper par Demonil, puisque maintenant Demon est à 1 seconde et 4 dixièmes, alors que là nous avons le jeune belge Philippe Adams dont c'est le deuxième Grand Prix. On revient là sur David Coulthard. Demonil n'est plus très très loin, ça veut dire peut-être aussi qu'à la faveur des changements de pneus, on peut quand même Alain, avoir un train de pneus un peu plus frais ou un peu différent. Oui, ça peut être un peu différent, la pression des pneus joue énormément, et puis vous pouvez vous trouver avec un train de pneus qui est un peu plus performant. En plus, quand vous changez de pneus, donc vous vous retrouvez avec une adhérence un peu meilleure. Si vous avez un petit comportement difficile sur la voiture, ça peut combler. Mais là, quand David est seul, on voit qu'il est en tout cas l'égal de Damon, si ce n'est un peu meilleur. Mais est-ce que Damon est à 100%, sachant que de toute façon il n'a pas à lutter contre son équipier, c'est ça l'important. Donc
pour l'instant, tout se déroule parfaitement pour l'équipe Williams-Renault. Et on ne peut pas dissocier, pas faire croire à une guerre qui n'existe pas en réalité entre les deux pilotes, car David Coulthard, vous savez, serait très content de terminer deuxième de toute façon pour la première fois de sa carrière en Formule 1, tout en prouvant qu'il est vraiment très performant, comme je l'ai dit tout à l'heure. Damon Hill qui se rapproche. Voilà, ça c'est une petite, voilà, Damon est passé. Une petite erreur de David Coulthard qui s'est retrouvé, vous avez vu, à l'extérieur sur les gravillons. On a bien vu les gravillons, la partie très très sale. Ça c'est pas bon d'ailleurs, il faut qu'il arrive à tout de suite à reprendre un train quand même assez important pour bien faire chauffer les pneus, bien rester dans la trajectoire, car on prend vite des cailloux. Les cailloux peuvent se coller vraiment à la gomme qui est très très chaude. On va voir. Il essaye de passer. Non, pas sûr que ce soit ça. Hein. Alors ça c'est quand il prend un tour à Dalmas au bout de la ligne. Oui, c'est autre chose. Ce serait bien de le revoir en ralenti. Alors que s'il refait bien chauffer ses gommes, bon, ça va disparaître très très rapidement. Attention là. Oui. C'est Damon qui est passé. C'est Damon devant naturellement, et j'ai eu peur un petit peu là pour Coulthard parce que c'est un endroit, comme vous le disiez tout à l'heure Alain, c'est très difficile ici. On croit toujours qu'on est passé, puis on n'est pas tout à fait passé. Alors que nous avons Eric Comas dans les stands. Tiens, ben, nous allons jouer au jeu top position. Voilà. Et juste après top position, Jean-Louis, un petit mot avec Gerhard Berger. Gerhard, what happened? Gearbox problem. Un problème de boîte de vitesse. Dommage, Grand Prix du Portugal très court. Vous pensez que Alesi est capable de se battre pour le podium? Oui, bien sûr, je le pense, j'en suis sûr. Oui, ça c'est triste pour nous. On mène la course, on a tout sous contrôle, et puis voilà ce qui arrive. Bon, il est déçu, on comprend, Gerhard. Oui, surtout que pour l'intérêt de la course, ça aurait été vraiment passionnant, parce que c'était quand même une petite surprise que la Ferrari reste si longtemps, relativement facilement en tête, et donc c'est dommage. Alors qu'on a vu, c'est la rousse à moteur fort de Comas, c'est bien qu'on a mis dans le garage. Je souhaite que ce ne soit pas un moteur cassé, parce que souvent l'équipe Larousse a été victime de cette épidémie. Alors que nous avons là un ralenti, la fameuse petite faute de Coulthard qui a permis à Damon Hill d'être en tête de la course. Mais vous voyez que Coulthard ne s'en laisse pas compter, et derrière, eh bien, dans les roues de Damon Hill. Donc voici l'homme qui peut maintenant menacer directement Michael Schumacher, qui n'est pas là, je vous le rappelle, dans la course au titre mondial. La Williams-Renault à parement rouge, celle qui marque celle de Damon. Johnny Reed. En revanche, un homme qui est là et bien là, c'est Heinz-Harald Frentzen, qui est troisième au volant de la Sauber Mercedes, mais qui n'a pas encore ravitaillé. Alors peut-être que chez Sauber, contrairement aux autres équipes de pointe, on a opté pour un seul changement de pneu, un seul ravitaillement au cours de ce Grand Prix, et en tout cas cela paye pour le moment. On n'est pas encore à la mi-course, mais Frentzen occupe la troisième place devant Jean Alesi. Et Alesi qui est devant Hakkinen, qui lui a 2 secondes 7 d'Alesi. Oui. Il y a toujours une lutte. C'est très serré. À ce point de la course, Alain, quelques enseignements à tirer des arrêts, ravitaillements et pneus. Bien, au moins on est pratiquement sûr que tous les bons, tous les leaders feront 2 arrêts, à part Frentzen, dont on ne sait pas encore ce qu'il va faire. Apparemment, on pourrait dire qu'il est parti pour un seul arrêt. Hein. Mais les autres, eh bien donc, on va attendre leur deuxième arrêt. Quand vont-ils le faire? Privilégier les 20 derniers tours, c'est-à-dire s'arrêter un petit peu plus longtemps ou s'arrêter plus tôt selon le trafic. C'est peut-être ce qui va décider, non pas de la victoire, car je crois que là les Williams sont bien partis pour gagner d'une manière ou d'une autre ce Grand Prix. Par contre, pour la troisième place, pour le podium, ça va être très chaud entre Alesi, Hakkinen et peut-être Frentzen, selon ce qu'il fait sur le plan tactique. Alors qu'on a furtivement entreaperçu Frank Williams et Barrichello, pardon. Barrichello, qui surveille ces 2 voitures naturellement. Et nous vous l'avons dit, il n'y a probablement pas de consigne vraiment écrite, mais on sait que dans la position de Coulthard, il est pratiquement obligé de céder à Damon Hill si par le jeu des ravitaillements et des changements de pneus, eh bien David, ici à l'image, repassait une nouvelle fois en tête de la course. Il a quand même bien mené tout à l'heure.
et c'est sur une petite erreur qu'on a remarqué au ralenti qu'il a dû laisser s'incliner. Il a dû s'incliner devant Demonil. Demonil qui rattrape maintenant à nouveau les retardataires. Demonil avec 3 secondes et 3 dixièmes d'avance. Frentzen étant toujours là. C'est peut-être là que l'expérience de Demonil, qui est bien que n'ayant que 30 Grands Prix à son palmarès, est plus grande que celle de Coulthard qui en a une demi-douzaine. C'est peut-être là, dans les dépassements de retardataires, que Demonil marque sa supériorité sur Coulthard. Alors que nous allons faire un petit point sur les Français, à savoir Panis qui est 11e avec la Ligier à moteur Renault. Un peu plus loin c'est Bernard qui est 17e. Et puis du côté des Larousse à moteur Ford, Dalmas est toujours en course en 19e position. On a vu que Comas avait abandonné. On s'est affairé autour de sa voiture qu'on a ensuite rentré dans les stands. Gounon est 20e, Gounon qui a fait un tête à queue tout à l'heure, et par conséquent on a fait le tour. Bien sûr, on ne l'a pas oublié, Jean Alesi qui est 4e. Pierre Van Vliet. Oui, on approche de la mi-course, Jean-Louis Moncey, et chez Sauber, eh bien, Heinz-Harald Frentzen va enfin s'arrêter avec la Sauber Mercedes, mais visiblement l'écurie suisse a tenté le coup du un seul arrêt, un seul ravitaillement. C'est une équipe qui a une grande expérience évidemment des courses tactiques, stratégiques, de par sa participation au championnat du monde d'endurance. On va voir si cela portera ses fruits. Et vous vous souvenez que la question est toujours restée posée, Pierre Van Vliet, à propos du Grand Prix d'Italie. Est-ce que même s'il n'avait pas eu ce problème technique, Jean Alesi aurait pu gagner puisqu'il avait 2 arrêts à observer, alors que Berger et tous les autres ont expliqué que c'était un arrêt qu'il fallait faire et un seulement. On va voir là effectivement avec l'arrêt de Frentzen ce qu'il va advenir de la 3e place de ce Grand Prix. Il ne va pas tarder à s'arrêter. Frentzen, il va bientôt rentrer dans les stands parce que là il a disparu de notre computer. Alors non, il est 6e, il a perdu 3 places d'un coup. Alerte du côté, oui, alerte du côté de Mercedes. Au moment où vous parliez, Pierre Van Vliet, eh bien, il était là, Frentzen, et là il a soudainement disparu alors que nous avons sous ses yeux, là c'est Gerhard Berger qui discute avec Jean Todt et avec Niki Lauda, là c'est Jean Alesi qui est en train de mener sa Ferrari tambour battant. Alesi qui est à nouveau en 3e position puisque, je vous le répète, Frentzen a disparu et je vois du côté du stand du Sauber Mercedes un certain découragement, un peu de déception. Ça veut dire qu'il a dû arriver quelque chose au pilote de la Sauber Mercedes, alors que c'est dommage parce que ça avait l'air d'être une bonne tactique, en tout cas pour lui, personnellement. Oui. Il était bien, il tournait pas beaucoup plus lentement que par exemple Alesi et Hakkinen, donc ça avait l'air d'être une stratégie qui allait payer pour lui. Je n'ose pas imaginer qu'il soit tombé en panne sèche. Pas impossible parce que en réalité on est à la mi-course, et ça paraît bizarre même en faisant un seul arrêt de ne pas considérer qu'il faille s'arrêter disons 1 ou 2 tours ou 3 tours avant la mi-course. Et donc on peut penser peut-être. Eh bien messieurs, c'est Pierre Van Vliet qui va aller au renseignement pour savoir si vous avez raison. En tout cas, là c'est un chassé-croisé avec Hakkinen. 2 dépassements d'Hakkinen qui a eu les pires difficultés à dépasser Dalmas au bout de la ligne droite. La McLaren emmène des ailerons un peu plus importants que la Larousse et Hakkinen a dû aller chercher un gros freinage pour dépasser Dalmas et sur son élan, il a doublé la Lotus. Ah, franchement parler, voilà, Frentzen qui est arrêté sur le bord, non ? Pas sûr. Franchement parler, il faut dire que les Larousse à moteur Ford ont vraiment extrêmement peu d'ailerons, voire trop peu d'ailerons. On l'a vu avec quelques têtes à queue durant les séances de qualification. Alors attention, on se reprécipite du côté de Sauber Mercedes, mais c'est pour De Cesaris qui est en 9e position, alors que donc Pierre Van Vliet va aller du côté de Sauber Mercedes. En tout cas pour l'instant c'est Hill en tête toujours avec sa Williams Renault et il cravache Demonil puisqu'il est à 3 secondes et 8 dixièmes maintenant devant David Coulthard. David Coulthard qui à son tour lui répond, 1.23.8 pour la cadence de Coulthard, 1.24.5 pour la cadence de Hill. Alors que Alesi est donc 3e, Hakkinen 4e, il sort très au large. Le 5e est Barrichello, vous les voyez, les 2 hommes en ce moment sur votre écran.
Le 6e est Christian Fittipaldi, il est déjà plus loin. Le 7e Verstappen, le 8e Brundle, le 9e De Cesaris, le 10e Panis, le 11e Blundell, le 12e Irvine, le 13e Leto, le 14e Morbidelli, le 15e Herbert, le 16e Bernard, le 17e Alboreto, le 18e Dalmas, le 19e Gounon, le 20e Martini, Pierre Van Vliet. Vous avez les renseignements? Oui, je suis chez Sauber, effectivement. Là, c'est la voiture de réserve, mais Frentzen s'est arrêté. Ils ne savent pas très bien la raison de la panne actuellement. Ils sont devant leur écran de télémétrie. Ils s'interrogent dans la mesure où, a priori, tout est OK. Alors peut-être que cette hypothèse de la panne d'essence, finalement, n'est pas idiote. Ça conforte ce que disaient nos amis. En tout cas, ça serait vraiment très dommage. Surtout s'agissant d'une équipe qui, comme vous le disiez, était rompue aux courses d'endurance, puisque Sauber Mercedes a été le principal rival des 905 Peugeot à cette époque du championnat du monde des sports prototypes. À qui le ravitaillement de De Cesaris va sans doute faire plaisir, c'est Olivier Panis qui est 10e sur la Ligier Renault la mieux placée et qui talonne De Cesaris depuis de nombreux tours et qui a certainement des difficultés à le dépasser. Et une fois que le brave Andrea sera dans les stands, peut-être que Olivier en profitera pour tailler un peu la route devant lui avant de ravitailler lui-même, de façon à reprendre la piste devant la Sauber et ne plus être gêné par elle, si tel est le cas, mais on peut le penser parce que Panis et Blundell qui talonnent De Cesaris sont en roule très très groupés, preuve que l'autre les ralentit un petit peu devant. Voilà, là on est pile à la mi-course avec Jean Alesi en 3e position. La Ferrari est toujours constante, derrière toujours les deux Williams Renault, même si maintenant Alesi est un peu plus loin, à une vingtaine de secondes environ de la Williams Renault de tête, alors que... Oui, ravitaillement de Yannick Dalmas chez Larousse. Un peu chaotique l'arrêt de Dalmas. Attention à Christian Fittipaldi qui arrive avec la Rose Ford, tandis qu'on attend deux autres pilotes. Et c'est Frentzen qui arrive à l'instant. Heinz Harald, what happened, Heinz Harald? Qu'est-ce qui est arrivé? J'ai perdu quelque chose. Enfin, un problème de transmission. C'est donc un problème de transmission. I lost something in transmission. Bon, ce n'est pas une panne d'essence. Donc, un problème de transmission. Ici, c'est peut-être un arbre de roue qui casse, car il faut de la motricité. Et il faut dire que le tire-bouchon sollicite grandement les arbres. Oui, c'est vrai. Cette nouvelle portion qui est très très serrée, mais en plus en dévers, en léger dévers et en montée. Donc, la roue intérieure patine très souvent et c'est vrai que ça sollicite beaucoup plus les transmissions et ça use aussi les pneumatiques. C'est pour ça que les deux arrêts ne sont pas trop. Du côté donc du différentiel ou des joints homocinétiques. En tout cas, il est toujours en tête devant Coulthard, Alesi, Hakkinen et Barrichello, qui lui aussi continue de tailler sa route chez les retardataires. Voilà, joli dépassement effectué. Barrichello qui est à 3 secondes exactement de Mika Hakkinen. Il se rapproche donc, alors que vous voyez apparaître le classement pratiquement maintenant à la mi-course, dépassé d'un tour. Oui, c'est un peu l'accordéon entre Alesi, Hakkinen et Barrichello. Selon les doublages des attardés, ça va de 1 seconde à 3 secondes, 3 secondes et demie. Et la fin de course va être difficile entre ces trois pilotes et certainement très très serré. Ravitaillement pour Andrea De Cesaris avec l'autre Sauber Mercedes. Heinz Harald Frentzen vient d'aller sur le mur des stands, retrouver son chef d'écurie Peter Sauber. Alors que pour Cesaris, il y a un petit souci. Non, ça repart. 11 secondes, Pierre. Et Frentzen disait à Sauber, bonne course, c'était la bonne tactique d'après lui, et il est très déçu évidemment de ce qui lui est arrivé. Et oui, pour l'instant, il reste exactement 22 voitures en course. C'est votre compatriote Philippe Adams qui ferme la marche. Pierre, le 21e étant David Brabham. Et puis devant lui, il y a Martini, Dalmas et Gounon dans l'ordre inverse. Donc 18e Gounon, 19e Dalmas, 20e Martini. Et si les deux Williams Renault creusent l'écart, puisque maintenant le retard de Jean Alesi se monte à 23 secondes 8, presque 24 secondes, eh bien on peut dire que Damon Hill s'est installé comme patron de la course. C'est lui qui domine. Coulthard est à 5 secondes 6 de son équipier. Nul doute que Damon Hill, plus costaud psychiquement et physiquement, domine le jeune Coulthard, mais il n'y a pas de honte du tout pour Coulthard qui fait une saison magnifique, une demi-saison
magnifique sur les Williams Renault. Alain Prost, vous avez parlé dans Automoto du dimanche dernier des vues et des espoirs de Michael Schumacher qui pourrait amener Damon Hill au Grand Prix du Japon et au Grand Prix d'Australie sur le terrain de la mise au point. La Williams Renault est très complexe à mettre au point. Il n'y a pas d'essai privé là-bas et donc Schumacher pourrait s'en tirer peut-être un peu mieux lui, mais il manquerait d'entraînement tout de même. Disons qu'il va tourner puisqu'il tourne, je crois, à partir de demain ici sur le circuit d'Estoril pendant 2 ou 3 jours. Je ne sais pas exactement s'il a tourné déjà depuis, je crois, en Angleterre à Silverstone, mais entre les essais, c'est-à-dire si vous faites en termes privés et puis les courses, il y a quand même une petite différence, c'est l'entraînement de la course, les départs, les choses comme ça, tout ce qui est la psychologie, puisque... Attention, excusez-moi d'avoir sifflé, c'était touché, et oui, on croit toujours qu'on est passé ici et on passe pas, c'est David Brabham. Alors attention, c'est vraiment le piège, ce virage, il faut faire très très attention parce que le pilote doublé s'écarte toujours un petit peu à l'extérieur, on ne sait jamais s'il vous a vu ou pas. Et le fait de mettre les roues, bien c'est juste au moment où en principe il se rabat. On regarde. Il vient de chercher un petit peu, disons qu'il est limite au niveau du freinage, hein, Jean. Il est. Oui. Un peu bien passé. Il a bloqué ses roues au tout dernier moment, mais ça n'a pas été suffisant. Brabham prenait la trajectoire et le contact était devenu inévitable. Alors je vous dis très sincèrement, je dois bien voir ce qui se passe entre David Brabham et Jean Légy. Ben non, il se passe pas grand-chose. Bon, ça va. C'est dommage pour Jean parce qu'il a besoin de résultats. De toute façon, il a besoin de résultats réguliers. C'est ça Ça va sourire un jour tout de même. On ne peut pas rester comme ça pour lui. Alors que la Fittipaldi tente le chassé-croisé. Il peut arriver la même chose. Non, Dalmas a vu Damon Hill dans ses rétroviseurs. Vous voyez quand même que si on regarde un petit peu dans les rétroviseurs, on était dans une situation à peu près semblable. On peut quand même paradoxalement, c'est un peu plus facile dans les virages rapides, dans la mesure où la vitesse redevient importante rapidement, alors que dans les virages serrés, s'il y a si vous voyez que c'est un peu juste, vous ne pouvez plus rien faire. Le fait de freiner plus va vous faire bloquer les roues et c'est ce qui est arrivé à Jean. Alors que là, on est passé très très juste un petit peu dans le talc. Pierre Van Vliet, un petit point chez Larousse. Oui, un petit malentendu chez Larousse. Figurez-vous que Yannick Dalmas est rentré au stand et il s'est trompé, il s'est arrêté devant chez Arrows et non pas devant chez Larousse, parce que chez Arrows on attendait Fittipaldi et que tout était prêt. Alors Yannick, un peu le chien de Pavlov, il s'est arrêté là où il a vu des mécaniciens qui étaient... Heureusement, les mécaniciens ont fait signe, chez Larousse on l'a récupéré et puis finalement Fittipaldi est arrivé derrière sans que ça pose de difficultés. L'autre Larousse, celle d'Eric Comas, est immobilisée derrière nous avec l'abandon malheureusement pour le pilote français. Un triangle de suspension plié, semble-t-il, à la suite d'une petite touchette dans le peloton. Petite alerte pour Damon Hill, Pierre, qui ne compte plus que 1 seconde 4 d'avance sur Coulthard. Il a effectué le tour précédent en 1 minute 27. Il a dû certainement être gêné par le trafic. On va voir s'il peut refaire l'élastique sur Coulthard et qu'il va se heurter aux mêmes adversaires. On va à Paris, on se retrouve à Tours, à Estoril, dans le 43e des 71 tours de ce Grand Prix avec Pierre Van Vliet qui est avec Jean. Aux côtés de Jean. Jean, une grosse déception, mais quand même une course où les Ferrari ont montré qu'elles avaient bien progressé et qu'elles étaient capables de jouer la victoire. Enfin, progresser, on est parti en pole position, donc je crois que quand on part en pole, ça veut dire qu'on a une bonne voiture. Malheureusement, ce qu'on voulait, c'est se battre pour la victoire. Gerhard a eu un problème de boîte de vitesse au 7e tour alors qu'il était en tête. Et quant à Jean Alesi, on a vu avec le problème des attardés qui bouchonnent et on a vu ce qui s'est passé. Merci Jean-Todt, voilà le point chez Ferrari. Grosse déception alors que nous revenons sur la tête de la course. Vous parliez, Johnny, de Coulthard qui avait rattrapé Hill. Alors, où on est? Il a dû à son tour se heurter au même retardataire puisque son retard qui était descendu jusqu'à 1 seconde 5 est remonté à 2 secondes 4, à 4 secondes 2, maintenant il est de tout près de 5 secondes, 4 secondes 95 exactement. Donc ça va et vient, et maintenant voilà qu'il a plus que 2 secondes de retard, Coulthard, donc c'est fonction des dépassements des retardataires que les positions relatives de Hill et de Coulthard sont en train de se jouer, mais il conserve le commandement de la course. Donc ça nous met l'abandon d'Alesi, Hakkinen en 3e position, Barrichello en 4e position, Verstappen en 5e position, Brundle en 6e position. Verstappen
c'est l'équipier normalement de Michael Schumacher. Alors Alain, avant toutes ces péripéties, nous étions en train de parler de Schumacher, de son peut-être sous-entraînement avant le prochain Grand Prix et peut-être de sa facilité à mieux régler la Benetton Ford au Japon, en Australie, là où se jouera le championnat du monde par rapport à Williams Renault. Oui, surtout le handicap que je peux imaginer pour Michael, c'est le fait de ne pas avoir couru ces deux Grands Prix. Le fait, alors qu'on voit Brundle qui s'arrête, le fait que psychologiquement, et vous savez, c'est mon avis, la psychologie joue un rôle très très important pour un pilote. Il va passer d'une situation où il était dominateur au championnat sur le plan technique, mécanique avec sa voiture, dominateur sur le plan des points par rapport au classement vis-à-vis de Damon Hill, et peut-être à une situation où il va se retrouver en fragilité, et bon ben voilà, psychologiquement il va se retrouver dans une position différente, et là on va voir comment ça peut tourner d'un côté ou de l'autre, parce que ce sont quand même deux pilotes qui n'ont jamais gagné le championnat du monde, qui sont, bon, Damon Hill se retrouve dans une position un peu de miraculé, il faut quand même reconnaître, donc il va jouer son va-tout, il n'aura pas grand chose à perdre, et Michael dans la position du frustré. Et le coléreux, non, plutôt frustré, parce que c'est vrai que c'est difficile, et il va se dire dans la voiture sans arrêt, mais si je perds le championnat cette année, c'est incroyable, quoi. Il y a quelque chose qui va pas, mais bon, sur le plan technique, il faudra bien gérer son problème, bien comment dirais-je, régler sa voiture. Schumacher ne pourra pas compter vraiment apparemment sur un de ses coéquipiers, alors que Damon pourrait compter sur, on pourrait dire aujourd'hui pourrait compter sur Coulthard, mais ce sera plus Coulthard, ce sera normalement Mansell. Donc est-ce qu'il va pouvoir compter sur Mansell? Psychologiquement en tout cas, il va se trouver Damon Hill va se trouver dans une position beaucoup plus facile que celle de Schumacher, qu'on n'aurait jamais pu penser ça il y a quelques semaines. Alain, la voiture, la Benetton Ford, plus facile à régler que la Williams Renault sur un terrain inconnu? Impossible à dire pour quelqu'un de l'extérieur, même en connaissant bien les voitures. Ce qui est certain, c'est que la Williams, on connaissait son atout majeur, c'était le moteur Renault depuis le début de la saison, on connaissait ses défauts, c'est le châssis, beaucoup de problèmes techniques en début de saison, et plus ça va, plus la voiture est performante. Un peu les mêmes caractéristiques en ce qui concerne les essais entre les deux voitures, c'est-à-dire que ce sont des voitures qui marchent très très bien aux essais, mais qui sont capables de se faire battre justement par des Ferrari. Par contre, en course, ce sont des voitures redoutables, aussi bien la Williams que la Benetton, mais avec une amélioration beaucoup plus sensible pour la Williams que la Benetton depuis le début de la saison, par exemple. Donc avantage pour la fin de saison à Williams. Ouf, c'est sorti un peu large pour le sieur Gounon. Donc mon cher Alain Prost, vous nous promettez une fin de championnat extrêmement chaude. Attention, Coulthard a essayé de passer là-bas dans la poussière et en bloquant ses roues, et il se retrouve tout de suite dans la boîte de vitesse de Damon Hill. Eh bien Gounon, qu'est-ce qui est arrivé? L'accélération, il a perdu l'adhérence à l'arrière. Drôle de petit Peut-être figure. parce qu'il était gêné par la voiture qui roulait devant lui, qui accélérait moins fort que Peut-être aussi. Et du coup, ça nous met, vous avez vu, Damon Hill, eh bien, il est la proie directe de son équipier David Coulthard, alors que vous, Pierre Van Vliet, vous êtes chez McLaren en train peut-être de faire le point et de regarder les ravitaillements. Chez McLaren, mais aussi chez Williams. Chez McLaren, Martin Brundle s'est déjà arrêté. Il est 6e après ces deux arrêts ravitaillement. On attend donc Mika Hakkinen qui occupe la 3e place pour l'instant derrière la Williams. Mais juste derrière, le stand suivant, Pierre. eh bien on est prêt à intervenir chez Williams. Pierre, vous avez une Williams. C'est en principe David Coulthard, voilà, oui, comme bien tout sûr. à l'heure. C'est bien Brundle qui s'est arrêté le premier chez McLaren. Coulthard, le premier chez Williams Renault. Ravitaillement de routine, changement de pneumatique. On a préservé un peu les pneus pendant les essais pour avoir suffisamment de gomme fraîche pour la course. 8 secondes 7, moi j'ai compté plus de 10 secondes, mais enfin bon, allez, 8 secondes 7. Attention à la sortie des stands, très très chaude, ça nous laisse Damon Hill maintenant avec un petit peu d'avance. On va tout de suite jouer au jeu top position. Ah, celui-là, il est un peu plus compliqué, et donc pour jouer, rappelez-vous, Minitel 3615 code de TF1. Verstappen dans les stands sur la Benetton. Eric Bernard s'est arrêté devant lui avec la Ligier. Chez Williams, on est déjà prêt à accueillir Damon Hill. Mika Hakkinen
devrait arriver d'un instant à l'autre chez McLaren. Bref, c'est l'heure de pointe ici, dans les stands du circuit d'Estoril, à 24 tours de l'arrivée de ce Grand Prix du Portugal. Et oui, c'est l'heure de pointe, c'est le deuxième coup de midi qui sonne. Évidemment, puisque vous allez avoir maintenant Damon Hill, le leader de la course. Damon Hill, qui s'il n'est pas la fine lame qu'on espère ou qu'on attend, est un type quand même très solide, très sûr, en tout cas qui donne cette impression. Top pour lui. Et chez Williams, donc on enchaîne, un ravitaillement sur l'autre. Les pneumatiques étaient prêts, étaient chauffés. 8-1, pas mal. Oh là! Ah non, il a accéléré et a ralenti. Oui. Il a pensé. Et 120 à l'heure, c'est limite. Oui, il a pensé. C'est vrai qu'un grand coup de premier, un grand coup de deuxième avec le V10 Renault, ça vous propulse très rapidement, largement au-dessus des 120 km/h. Voilà Mika Hakkinen à son tour chez McLaren maintenant. L'arrêt au stand de Damon Hill a été, je pense, plus rapide que celui de Coulthard. Oui. Allez les arbres. Oui, pour faire plaisir à Vattel. Je peux vous dire que le 0 à 120 ici, ça va très vite. Hein. Oui, mais on l'a vu. Eh bien, les pneus de ce cher Mika vont s'en souvenir. La transmission peut-être aussi. Et il faut quand même être plus souple que ça. Attention entre Damon Hill et Yannick Dalmas. C'est un petit peu la même histoire tout à l'heure qu'avec... je crois que c'était David Brabham et Jean Alesi, bien entendu. Coulthard, Barrichello, c'était avant l'arrêt. Ça, on va attendre le classement stabilisé après ce tour, qui est le 48e tour de course. Je vous rappelle que le Grand Prix du Portugal en comporte 71. Alors on est aux 2 tiers de la distance. Il est peut-être un peu tôt avant de faire des conclusions, mais le fait que chez Jordan, on ait choisi un seul ravitaillement pour Barrichello, est peut-être la meilleure des stratégies que l'on pouvait employer, puisque de ce fait, Hakkinen, qui précédait Barrichello juste avant son second ravitaillement de 1 ou 2 secondes selon les tours, eh bien se retrouve maintenant avec un retard conséquent sur la Jordan, qui théoriquement ne doit plus s'arrêter. Reste à savoir si, avec des pneus qui auront souffert en fin de parcours, Barrichello sera en mesure de résister à l'éventuel retour de Mika Hakkinen sur la McLaren Peugeot. Mika Hakkinen qui est actuellement donc 4e derrière Barrichello. Alors que nous avons là Johnny Herbert. Alors cette Lotus, eh bien, elle ne fait pas vraiment d'exploit ici. Elle est pourtant équipée de ce sensationnel nouveau moteur Honda Mugen, qui a été si performant aux essais et en qualification au Grand Prix d'Italie. Et Monza, c'est quand même quelque chose pour les moteurs, c'est significatif. Et bien là, a priori, l'équipe Lotus Honda se heurte à pratiquement d'insolubles problèmes de mise au point, puisqu'ils n'ont pas beaucoup brillé ici. Et pour l'instant, eh bien, Herbert, il est en 13e position. Quant à Philippe Adams lui-même, eh bien, il n'est plus là, il est en 20e et dernière position. C'est ça, je le cherchais avec un petit peu plus de place, mais non, pas du tout. Il est 20e et dernier, donc lanterne rouge. Attention, ici c'est Gigi Leto qui est 7e, qui était 7e avant cette arrêt. Avec la voiture de Schumacher, il y a quelque chose qui ne va pas. Ah, peut-être un problème d'embrayage ou quelque chose comme ça, parce que je vois qu'on a lancé les roues avant de reposer la voiture au sol. C'est donc un problème peut-être d'embrayage. Il s'en était déjà plein, Gigi Leto, de l'embrayage de sa voiture au Grand Prix d'Italie, ainsi que de toutes sortes d'ennuis qui avaient accablé cette voiture, qui pourtant, quand c'est Schumacher qui la conduit, n'a rien. Alors, est-ce que c'est vraiment ce qui concerne Jean-Louis, en ce qui concerne les deux Williams, eh bien après leur second ravitaillement, eh bien l'ordre est resté inchangé. Barrichello au stand. Alors, c'est quoi? Et il repart. Oui, c'était prévu chez Jordan. Il avait retardé son premier ravitaillement, mais il y avait un second ravitaillement inévitable. Ah bon, alors donc ça c'est une bonne nouvelle pour Hakkinen, qui du coup a de grandes chances de se retrouver à la lutte avec Barrichello pour la 3e place. Attention, il y a un peloton très très chaud devant Damon Hill. Alain, là, il faut faire preuve quand même de prudence. Là, je pense que le temps autour de Damon Hill, il va souffrir, parce qu'il y a devant lui au moins Orvagne. Oui, mais il n'a pas besoin de prendre de risques. Donc, oui. Il y a les risques quand on dépasse un pilote, et puis après, bon, on ne sait jamais, le pilote que vous venez de dépasser peut très bien se louper derrière vous, donc il faut être très vigilant. Là, pour l'instant, il n'a aucune pression de la part des concurrents, si ce n'est de son coéquipier, qui ne devrait pas être un problème. Donc là, il faut y aller doucement, en restant concentré.
Alors, il pas des boîtes. Irvine. Et là, c'est Demonil qui se porte à hauteur d'Irvine qu'il a vu. La Lotus s'est tenu écarté aussi, mais Demonil, il est resté derrière. Oui, il se glisse entre les deux. Irvine, très sport. Irvine, très sport, et puis sur ses gardes, parce qu'il a tellement de malheur, le pauvre. Un homme très contesté au sein d'un petit groupe de pilotes. Attention, ça cherche à repasser. Bon Dieu, là, ça cisaille dans tous les sens. Et lui, bien sûr, s'accrocher dans le sillage de Demonil, c'est pratique. Ça vous met à l'abri, ça permet de dépasser aussi. Mais Irvine, un homme contesté à l'improst. Oui, c'est vrai qu'il a un comportement qui paraît être douteux de temps en temps sur la piste, mais bon, il faut se méfier par rapport à ce qui s'est passé notamment vendredi en essai. Quand on commence à montrer quelqu'un du doigt, eh bien on y fait un peu plus attention. Et même quand ce n'est pas vraiment de sa faute, comme ça s'est passé vendredi, eh bien on en parle quand même. Donc il faut se méfier. Il y a de temps en temps oui, la Irvine avec la Jordan a l'air de perdre un petit peu du liquide. Oui, ça a l'air de finir. Et en ce qui concerne par exemple la suspension qu'il a eue en début d'année au Brésil, elle m'a paru quand même assez sévère compte tenu qu'il y avait quand même une part de responsabilité partagée entre les pilotes de cet accident. Oui, ils n'étaient pas seuls dans le coup, il faut bien le dire, ils étaient même très nombreux. Alors de bonnes nouvelles pour les moteurs français, puisque comme on le voit sur l'image, Demonil donc a repris la course après les seconds ravitaillements des Williams devant Coulthard. Les deux Williams Renault sont toujours en tête. Et autre bonne nouvelle, c'est pour Peugeot, Hakkinen est repassé devant Barrichello après le ravitaillement de Barrichello, tandis que Brundle entre dans les points, puisque sur la seconde McLaren, Martin Brundle est actuellement en 6e position derrière Verstappen. Chez Williams, on vient de passer le panneau All Pump On aux deux pilotes, Demonil et David Coulthard. Peut-être que Alain Prost peut traduire. Oui, ça c'était... Bravo. À chaque fois vous me le demandez, mais je ne vous dirai pas exactement ce que c'est, mais c'est tout à fait normal. En fait, pas de souci. À 20 tours de la fin, mais après les derniers ravitaillements. Oui, ça c'est toujours... On fait souvent la remarque, mais attention, le dialogue des panneaux n'est pas forcément le dialogue qu'on croit, et bien c'est bien vrai. Mais Alain Prost ne trahira pas le langage des panneaux de son ancienne équipe, qui l'a amené ici même, vous l'avez dit, Pierre Van Vliet, au 104e titre de champion du monde. Alors qu'ici on est à bord de la Williams Renault de Demonil, on peut la reconnaître au petit parement mauve sur le rétroviseur. Ceci pour nos amis téléspectateurs initiés. 20 tours jusqu'à l'arrivée pour Demonil, 20 tours difficiles. Johnny Reeve, vous avez déjà fait un petit pré-calcul du côté du championnat des constructeurs. Est-ce que ça, si les choses restent en l'état, ça place Williams Renault devant Benetton Ford? On va pas vendre la peau de l'ours, bien entendu. Pour l'instant, oui, puisque le retard de Williams sur Benetton avant le Grand Prix du Portugal est de 12 points. Actuellement, si les deux Williams Renault restent sur leur position, elles sont en mesure d'en marquer 16. 10 pour Hill et 6 pour Coulthard, 16 points pour la Williams Renault, tandis que actuellement pour Benetton, Verstappen est en 5e position, ce qui lui fait 2 points. 16 moins 2 égale 14, et avec 14 points sur Benetton, Williams Renault ce soir serait en avance de 2 points sur l'écurie de Flavio Briatore au classement des constructeurs. Mais cela n'est pas fini. Alain Prost à 3 points, alors qu'on voit ce dépassement très chaud, à 3 points, pardon, à 3 Grands Prix de l'issue du championnat du monde. Est-ce que chez Williams Renault, on peut tenter quelque chose dans les définitions techniques des châssis ou des moteurs, prêt à sortir une arme secrète, préparer quelque chose, préparer un moteur un peu plus puissant, ou on se contente de l'adapter? Non, là c'est vraiment par petites touches, pratiquement imperceptible de l'extérieur de toute façon. Il faut jouer au maximum, bien entendu, la performance, parce qu'il n'y a pas de raison d'assurer, alors que le championnat, aussi bien constructeur que pilote, est très très ouvert, mais assurer en même temps la fiabilité et puis procéder par petites touches pour améliorer la performance, aussi bien moteur que châssis. En moteur, c'est plus la limite d'utilisation. Le fait, notamment Rérez et puis le Japon, des circuits où il va falloir beaucoup de couples, un moteur très facile à conduire. Et là, le Renault est quand même vraiment très 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 fort. En même temps, il allie une puissance maximale et puis une utilisation qui est quand même très très appréciée par les pilotes. C'est vrai que le moteur de Schumacher est aussi un très bon moteur dans ces circonstances. Et puis sur le plan châssis, comme je vous l'ai dit, ils ont amélioré beaucoup. Et là, je pense que s'ils arrivaient aujourd'hui à faire un doublé, ce serait une motivation accrue, beaucoup de travail, puisque la prochaine course est seulement le 16 octobre. Oui, 3 semaines. Et donc 3 semaines, ça leur permettra de faire beaucoup d'essais,
bien peaufiner tous les réglages avant un Grand Prix qui s'annonce quand même capital. Alors n'oublions pas que Jerez est un tracé quand même assez spécial. On dit souvent, on l'a dit encore au début du reportage, voilà, Estoril, fantastique, très beau circuit, très technique, mais très difficile à doubler. Par contre, Jerez, on peut dire pratiquement impossible à doubler. Oui, alors, on le classe dans les trois pires circuits au niveau des dépassements, qui sont Monaco, Budapest et Jerez. Alors il y a eu des petites modifications, mais c'est vrai que le pilote partant en pole position à Jerez aura, ou en tout cas promis au premier virage, aura un avantage indéniable. Donc je sais pas, peut-être que on peut penser qu'une équipe comme Williams Renault aura tout intérêt à peaufiner les qualifications, et quitte à avoir vraiment là un moteur de qualification, une voiture de qualification, c'est-à-dire vraiment tout miser sur la pole position. Alain, ne tirons pas de plan sur la comète, comme dirait Jean-Pierre Beltoise, mais est-ce qu'on peut imaginer par exemple que sur Jerez, qui est un tourniquet, c'est vous-même qui avez employé ce terme, mais qui maintenant a, je crois, une ou deux chicanes supplémentaires pour raison de sécurité, donc encore plus un tourniquet, on pourrait voir la Benetton Ford se faufiler, alors que la puissance du Renault parlerait mieux sur Suzuka. Oui, mais Suzuka est un circuit un peu piégeux en ce qui concerne la puissance. C'est pas la puissance maxi qui est la plus importante, c'est surtout le couple et l'utilisation de moteur, car il y a une très grande partie de virages moyens ou rapides que vous prenez entre 3e et 5e, des vitesses entre 200 et 250 km/h, où vous êtes tout le temps moitié accéléré à fond, et c'est très compliqué. Alors c'est utilisation de moteur et surtout une aérodynamique de la voiture très stable. C'est là où on pêchait beaucoup l'année dernière. C'est là où la Williams au niveau châssis pêchait beaucoup en début de saison. Elle a l'air beaucoup plus à son avantage en ce moment. Donc après bon, c'est le pilote qui va faire la différence, qui va mettre au point la voiture et qui va la conduire. C'est un circuit très compliqué, Suzuka au Japon. Ce qui nous permettrait d'avoir donc à Adelaide, qui est un circuit en ville, mais un très beau circuit en ville, un Grand Prix faramineux, comme on en a souvent vu. Retour à la course, vous avez vu les écarts, alors que là, il y a Coulthard qui va bientôt passer à l'assaut de Irvine sur sa Jordan. Pour l'instant, l'écart entre les hommes de tête est de 6 secondes. Je parle de Hill et de Coulthard, soit les deux Williams Renault. Hakkinen toujours 3e, Barrichello 4e, Verstappen 5e, Brundle 6e, et puis ensuite Blundell, Fittipaldi, Panis 9e, Irvine 10, Leto 11, Bernard est 13, le 12e est Morbidelli, 14 De Cesaris, 15 Herbert, 16 Alboreto, 17 Martini, 18 Dalmas, 19 Gounon et 20 Adams. Et bien on a toujours les mêmes 20 pilotes dans cet ordre pour ce Grand Prix du Portugal. Vous voyez que la fiabilité tient quand même, hein, Johnny. 20 voitures encore. Et puis je fais une petite réflexion sur la position de JJ Leto, qui est au volant de la Benetton de Schumacher, pas exactement celle de Schumacher, puisque le châssis de Schumacher est conservé précautionneusement à l'usine Benetton, mais à la place avec le numéro de Schumacher, JJ Leto qui occupe la 11e place alors que Verstappen est 5e. Voilà, c'est un tête à queue. Oui, c'est De Cesaris. De Cesaris qui était en 14e position. Je vois mal, De Cesaris c'est passé où là? Alors ah oui, d'accord. Il est allé tout droit. C'est un problème de frein. Il a essayé de revenir en tête à queue sur la piste. Il va sortir, mais non. Il n'a pas calé, il pourra partir, mais non, apparemment on le pousse dans le prolongement de l'échappatoire. Il doit dire à son stand ce qui se passe par la radio. Il reste encore à son poste là. Nous avons reçu beaucoup de courriers à l'issue de la sortie de piste de Berger à Monza, lorsque nous avons dit qu'il fallait faire attention aux sillons dans les zones de dégagement de sable ou de gravier, et qu'il est allé assez loin, De Cesaris. Donc c'est quand même quelque chose qu'il faut encore fouiller dans le domaine de la sécurité, ça, les échappatoires. Oui, il y a toujours à faire, mais vous savez, là, en l'occurrence, il n'était pas complètement dessus, il était un peu les roues sur le... Dans le cas d'une voiture qui a encore les freins et qui n'a pas cassé quelque chose ou qui n'est pas vraiment déjà en tête à queue, dans ce cas-là, l'asphalte est encore la meilleure chose. Mais comme ce n'est jamais pareil entre une sortie normale ou une casse mécanique ou une rupture de frein ou autre chose, ou un accrochage, c'est très difficile de dire exactement la sécurité idéale n'existe pas, on l'a dit et répété. Alors que Coulthard a l'air d'avoir de plus en plus d'ennuis, de blocage de frein. Peut-être que sa répartition n'est pas si bien faite que l'on voit. Sa répartition de freinage, peut-être non. Sur un endroit comme celui-ci, c'est pas vraiment un problème. Au contraire, il vaut mieux avoir une répartition de frein qui est un peu plus importante sur l'avant, c'est-à-dire sur les roues avant.
quitte à bloquer un peu la roue intérieure. Ce n'est pas les deux roues qui bloquent à la fois, seulement la roue qui est délestée à l'intérieur, plutôt que d'avoir trop de frein sur l'arrière et créer un phénomène de deux toupies, l'arrière qui passe devant, beaucoup plus désagréable à piloter, et en tout cas sur les 70 tours d'une course, difficile à maîtriser. Bientôt en vue de l'arrivée justement de ce Grand Prix du Portugal avec les deux Williams Renault en tête. Nous, on se retrouve dans quelques instants après cette page de cours à Estoril pour le Grand Prix du Portugal dans le 60e des 71 tours de cette course. Vous avez Mika Hakkinen à l'image. Or, ça ne va pas très bien pour Mika Hakkinen. Johnny, quel est l'écart? Mika Hakkinen qui au 53e tour comptait 10 secondes d'avance sur Barrichello, et on est au 58e, 5 tours plus tard. Il ne compte plus que 2 secondes 9 d'avance sur Barrichello. Il est aux prises avec les deux Minardi. Alboreto à qui vient de prendre un tour, et maintenant Martini à qui va prendre un tour. Alboreto s'était écarté très loyalement devant la McLaren. On va voir comment réagit Martini. Je crois qu'il lui a fait un signe. Il a fait signe qu'il a vu. Vous pouvez passer au même endroit où allez-y à accrocher Brabham. Alors que là, c'est une vue caméra arrière sur la voiture de Mika Hakkinen. Pierre Van Vliet, vous, chez McLaren Peugeot, on est tranquille? Oui, a priori, pas d'inquiétude du côté de chez Peugeot. Je viens d'aller voir la télémétrie. Eh bien, pas de problème sur le moteur V10, même pas de problème de température qui ont parfois un peu handicapé les mécaniques françaises et le châssis anglais McLaren. Et puis par contre, on craint peut-être pour une usure de pneumatique un peu excessive. Vous connaissez le style particulièrement généreux de Mika Hakkinen. Peut-être aussi des petits problèmes du côté du freinage, mais c'est essentiellement le trafic qui lui a fait perdre son avantage sur Barrichello. Alors que là, de cette vue d'hélicoptère, on voit parfaitement le célèbre tire-bouchon. Vous voyez le serpentin qui continue. Ça, c'est la nouvelle portion. Et là, on retrouve l'ancienne portion. Un beau coup sur les vibreurs de la part de M. Hakkinen, qui avait violemment démarré des stands il y a quelques tours déjà. Mais bon, Hakkinen toujours sur le podium, voilà qui fera plaisir à nos amis de Peugeot, mais c'est quand même les deux Williams Renault qui sont en tête de la course, très très bien en tête maintenant, puisqu'il a 6 secondes et 9 dixièmes d'avance sur Coulthard et carrément 30 secondes sur Hakkinen, qui se bat donc lui avec justement le monsieur que vous voyez là, qui est Rubens Barrichello. Alors que ça se dispute ferme pour le dépassement des retardataires. Attention à la ligne, oui, c'est passé. Donc les deux Williams Renault toujours largement devant. Ça sera une course comme à la parade, bien vu Alain, si ça tient comme ça en tout cas, bien vu en stratégie, bien vu en fiabilité, bien vu en pilotage. Oui, là je pense qu'ils ont dominé vraiment la concurrence de la tête et des épaules, on ne peut pas dire le contraire. Et derrière, on a vu vraiment un groupe au niveau performance, à part la Ferrari de Berger, qu'on a vu très peu de temps malheureusement pour le spectacle aussi, mais aussi bien McLaren Peugeot que Jordan, que Benetton avec Verstappen, sont vraiment très très proches en performance. Donc c'est vraiment une domination de Williams Renault et tous les autres derrière. Il va bientôt rester 9 tours de ce circuit qui est quand même relativement court, moins de 4 km. Alors, Johnny Reeves, sans vendre la peau de l'ours une fois encore, qu'en serait-il exactement du classement de Damon Hill s'il parvenait en tête dans ce Grand Prix du Portugal par rapport à Michael Schumacher, son grand rival absent? On le sait, mais c'est la dernière fois qu'il est absent. Eh bien, si Damon Hill entre, je vois une Ligier là-bas qui a fait un écart sur le bas-côté à la sortie de la course pénale. Si Damon Hill franchit la ligne d'arrivée en première position, il marquera 10 points au championnat du monde. Il en compte 65, il en aura 75. Or, Schumacher, qui est absent depuis 2 Grands Prix, en compte 76. C'est-à-dire qu'il ne sera plus qu'à un petit point de Schumacher au moment où celui-ci effectuera sa rentrée à Jerez dans 3 semaines pour le Grand Prix d'Europe. En tous les cas, là, on est toujours sur la numéro 14, la voiture de Rubens Barrichello, alors qu'on voit au large la Ligier qui a comme même la bourrée, puisque même Dalmas a réussi à passer. Vous voyez que quand même Bernard a été au large, Dalmas en a profité et il a eu raison. Dalmas qui est le seul rescapé. Attention, qu'est-ce qui se passe de ce côté-là? Dalmas qui est le seul rescapé de l'écurie La Rousse à moteur Ford. Oui, mais il faut voir le phare rouge. Et on ne le voit pas.
Ben voilà, pas de chance. Bernard, il avait rattrapé. Et là, la Benetton, eh bien, elle n'a rien attrapé du tout. Le vortex qui vole, l'aileron, c'est... Oui, ça y est. Gigi Leto, on perçoit ça loin dans le rétroviseur. Pauvre Gigi Leto. Il était 12e. Donc tout à l'heure, Leto, je disais que ces deux courses de Monza et de Estoril ne risquaient pas de lui faire reprendre la place qui a été subtilisée par Verstappen vers le mois au Grand Prix de France, je crois. Oui. Et là, ces deux prestations de Monza et d'Estoril, le pauvre Leto, ne vont pas remonter sa cote auprès de son patron Flavio Briatore. Oui, Alain, Leto, c'est une carrière qui s'achève. N'ayons pas peur des mots. Ce serait dur de dire ça. C'est vrai que ça fait de la peine parce que d'abord c'est un garçon charmant et sympathique, mais surtout c'est vraiment un pilote qui était... je parle à l'imparfait parce que c'est vrai que c'est assez incroyable. Tout à l'heure je parlais de psychologie des pilotes, mais quand on se sent fort, bien soutenu dans une équipe, en forme physique et mentale, on a l'impression que rien peut arriver. Puis dès que vous commencez à douter, une petite erreur, il mord sur le... Et en plus il a même un peu de chance de pas se faire mal parce que c'est très très vite. Ici c'est et c'est le genre d'erreur qu'on fait quand on n'est pas assez concentré, quand on n'est plus dans son assiette, quoi. Et c'est incroyable parce que le fait qu'il n'y ait plus Schumacher, il aurait pu lui redonner confiance, le fait d'être bien entendu pas à côté d'un coéquipier aussi rapide et prestigieux. Et là au contraire, on a l'impression que le fait de se retrouver derrière Verstappen deux fois de suite fait qu'il doute encore plus et ça va être très très dur pour lui parce que qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? On perd la confiance de son équipe, mais malheureusement tous les autres vous regardent, toutes les autres équipes et voilà, ça c'est Verstappen qui a failli faire pareil. Là je crois que Fabio Briatore va se tirer les cheveux et qu'est-ce qu'il va être content quand il va voir Schumacher arriver demain matin sur le circuit. C'est absolument invraisemblable. Je veux quand même ajouter une chose, c'est que très souvent on parle dans le sport mécanique et encore plus en Formule 1, on dit voilà, il n'a pas la bonne voiture, il a la meilleure voiture, ou on parle souvent de technique, on sait que quand on n'a pas le matériel ça va pas, mais je suis quand même assez content, surtout même en étant à l'extérieur, de voir que le pilote et l'homme comptent encore énormément, non seulement au niveau pilotage pur, au niveau mise au point, ça veut dire que le pilote est quand même lui qui fait travailler l'équipe dans le bon sens, c'est le catalyseur de toute une entreprise de plus de 100 personnes et ça remet un peu les choses à leur place, tant mieux pour Schumacher. Pierre Van Vliet de Verstappen qui récupère sa voiture in extremis. Oui. Pierre Van Vliet, vous êtes dans les stands chez McLaren, oui, simplement pour vous donner de bonnes nouvelles de Mika Hakkinen. Tout à l'heure on avait craint la remontée de Rubens Barrichello sur le pilote McLaren et cette nouvelle place sur le podium, eh bien l'écart maintenant est remonté à 9 secondes. Il semblerait que Barrichello à son tour se soit un peu retrouvé englué dans le second peloton et que le trafic ait fait son œuvre à son désavantage cette fois. Pour conclure sur Gigi Leto, il dispute ici son 60e Grand Prix. Leto, il a commencé en Formule 1 en 1989 avec Onyx. Il avait été auparavant pilote essayeur dans la Scuderia Ferrari. Voilà. Dommage pour Gigi qui a abandonné tout à l'heure à la suite d'une sortie de piste où il aurait pu d'ailleurs se faire mal. Il faut bien dire les choses comme elles sont. À l'avant, toujours une poignée de secondes d'avance pour Demoni, 4 secondes 7 actuellement sur Coulthard, mais 28 secondes, près de 28 secondes d'avance sur Hakkinen, c'est-à-dire que les deux Williams Renault dominent complètement ce Grand Prix du Portugal. Reste pour les deux pilotes britanniques à rejoindre l'arrivée. Le malheureux Coulthard n'avait pu y parvenir à Monza. Il était tombé en panne sèche à moins d'1 kilomètre de l'arrivée. Donc là, il faut croiser les doigts pour Damon et pour Coulthard. Il faut effectuer 71 tours. On en est à la fin du 65e. Et oui, encore 6 tours. Pour l'instant, la meilleure place de Coulthard, c'était une 5e place au Grand Prix de Grande-Bretagne, puis une 4e place au Grand Prix de Belgique, après qu'il ait effectué un arrêt forcé pour qu'on vérifie son aileron. Et puis il était encore mieux placé à Monza il y a 15 jours. Hélas, la panne d'essence l'a guetté à l'entrée même de la parabolique, soit environ même pas 1 kilomètre avant la ligne de chronométrage qui sanctionnait l'arrivée de ce Grand Prix d'Italie. Retour alors que nous sommes à 6 tours de l'arrivée sur la Williams Renault de Damon Hill qui prendrait, si ça continue ici, une
non pas une avance substantielle, mais aurait effectué une remontée très très belle. Bien sûr, on ne le répétera jamais assez en l'absence de Michael Schumacher, mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, Johnny, si les choses restent en l'état, eh bien, il y aura un point d'écart entre les deux hommes avant d'aborder le 14e des 16 Grands Prix de ce championnat du monde 1994, c'est-à-dire le Grand Prix d'Europe à Jerez dans 3 semaines. Là pour l'instant, Coulthard est à 3 secondes et 1 dixième. Alors ça a été difficile tout au long de ce Grand Prix de se rapprocher, de repartir. Attention, qu'est-ce qui se passe là? Je vois qu'il y a eu un mouvement de précipitation dans les stands qui m'a fait peur. Non, c'est quand même... Ce sont les photographes qui vont se préparer au podium. Oui, j'ai vu ça avec les caméras de Jean-Luc Villemont et tout d'un coup, vous savez ça... Tous les mouvements de foule comme ça font toujours un peu peur parce que généralement, vous le savez, Pierre, c'est parce qu'il y a eu un gros carton. Et puis il y avait aussi Mark Blundell qui rentrait à pied avec son casque à la main. Lui aussi a renoncé en vue de l'arrivée sur la Pirelli Yamaha. Alors donc, Damon Hill avec 3 secondes et 9 dixièmes d'avance sur David Coulthard. Oui, c'était difficile pour les écarts, Johnny, puisque ça a toujours joué l'accordéon dès lors que les leaders ont rattrapé les retardataires. Et on pourrait à cette occasion parler de Verstappen qui était revenu à une demi-seconde de Barrichello, mais dont la sortie de route rattrapée in extremis a dû faire l'effet d'une douche froide sur son enthousiasme et qui maintenant, Verstappen, ne semble plus être parti à l'assaut de Barrichello qui se contente de la 5e place. Il occupe à 3 secondes du jeune Brésilien. Alors des petites nouvelles des Français à l'arrière de ce peloton. Panis est toujours le mieux placé d'entre eux avec la 9e place. Bernard est 11e. Dalmas est 15e et Guinon est 16e. Les 4 Français encore en course dans ce Grand Prix du Portugal. Nous suivons ici l'Écossais David Coulthard en 2e position à 3 secondes 9. Rien ne semble désormais devoir altérer. Ça c'est Goulon qui va perdre l'enveloppe. Ah, attention. Attention Damon Hill, pas de mauvaise surprise. Il lui reste un tour à accomplir entier à Goulon. Au détour du virage, oui, monsieur le réalisateur, merci. Voilà, Coulthard maintenant. Le Goulon il a disparu des écrans. Voilà, voici. Attention, oui. Bon, il est passé aussi. Voilà. Là, ça commence à devenir dur sur la jante et bien sûr, ça déséquilibre légèrement la voiture. Alain. Non, là, on peut se poser la question de savoir qu'est-ce que doit faire le pilote. Est-ce qu'il doit rentrer coûte que coûte, sachant qu'il lui reste un tour, ou est-ce que par prudence et vis-à-vis de ses pairs, qu'il ne doit pas s'arrêter sur le bord de la piste? Drôle de question de la part d'un pilote qui en 1982 avait fait ça en Afrique du Sud. C'était vous. Ah oui, mais... avant de gagner le Grand Prix. Avant de gagner le Grand Prix. Oui, ça c'est tout à fait. Bah, écoutez, en tout cas, je pense qu'il doit rouler jusqu'au bout en ménageant ses collègues pilotes, Jean-Marc Coulon, et puis en essayant de ramener la voiture pour repartir. Le plus célèbre d'entre nous, il faut quand même le répéter, était le regretté Gilles Villeneuve, qui à Zandvoort, je crois, je sais pas quelle année, essayait de rentrer au stand pratiquement sans suspension. 78, 79. Il a eu plus de boîte de vitesse. Il était rentré à toute vitesse en plein sur virage. Il manquait pratiquement tout le train arrière. Et s'étonnait que Mauro Forghieri ne puisse pas réparer la voiture. Quand il s'était arrêté au stand, les mécaniciens s'étaient présentés pour changer les roues. Et celui qui était préposé à l'arrière gauche, où avait disparu la roue, l'arbre de transmission, la moitié de la boîte de vitesse, les bras lui en étaient tombés ainsi que la clé pneumatique pour démonter la roue. Il était complètement stupéfait. Il n'y avait plus de possibilité de monter la moindre jante ou le moindre pneu sur la voiture du grand Gilles Villeneuve, dont le fils, je vous le rappelle, a gagné récemment une épreuve en mini-car. Que l'on verra Jacques Villeneuve au karting cet hiver au mois de décembre. Merci, oui, je vous le rappelle, ça c'est le 17 et le 18 décembre à Bercy avec Paul Tracy aussi. Jacques Villeneuve et puis bien entendu tous les jeunes de la Formule 3000 plus les grands champions, n'est-ce pas Alain? Pierre Van Dijk. Oui, j'aurais aimé vous présenter Paul Tracy tout à l'heure, malheureusement il n'est pas chez Benetton pour l'instant. Il sera là mardi par contre, parce qu'il va faire un test en Formule 1 pour le compte de l'écurie Benetton, mardi, mercredi et jeudi, ici même à Estoril en compagnie de Michael Schumacher qui reprendra le collier par la même occasion. Paul Tracy, le jeune Canadien, vainqueur en Formule Indy pas plus tard que dimanche dernier à Budapest, alors que Jean-Marc Gounon rentre à l'instant
avec son pneu crevé. Eh bien, Paul Tracy donc pourrait faire son entrée en Formule 1 éventuellement la saison prochaine. Pourquoi diable les pilotes de Formule Indy viennent s'essayer en Formule 1 à Estoril, le circuit le plus dur physiquement pour eux et le plus compliqué pratiquement en pilotage? C'est simplement une question de circonstances, d'opportunité. C'est parce que les écuries font essayer à des pilotes comme Tracy les voitures en fin de saison quand c'est un peu plus facile. Et c'est souvent ici que se passent les essais qui préfigurent un peu ce que seront les voitures et les pneumatiques notamment de la saison future. Donc c'est plus une question d'opportunité, mais ça tombe pas très bien pour les pilotes notamment américains. On a vu Al Unser Junior, on a vu Michael Andretti, maintenant Paul Tracy qui viennent ici sur des circuits difficiles, compliqués, bosselés, très physiques. Et très souvent, ils arrivent à faire 3-4 tours d'affilée et ils s'arrêtent physiquement détruits car c'est plus du tout les mêmes contraintes. Et là, ça va être dur pour Tracy, surtout les premiers jours. Alors, qu'est-ce qu'on dit pour Damon Hill qui a 8 petites dixièmes d'avance sur David Coulthard? La neige a fondu. Les deux pilotes finissent la course à leurs mains et que Coulthard va franchement terminer dans le sillage de son équipier. J'espère pour lui. Alors que ça, c'est un ralenti. Ah, c'est un tête à queue. Très mal placé. Qu'est-ce qui s'est passé? L'image est lointaine et furtive. C'est non, c'est peut-être en repartant des stands avec des pneus froids. C'était mieux crevé. Peut-être, oui. Il est méchant. Mais non. Goulon est un très bon pilote. Vous l'avez dit vous-même, Alain Prost. En son temps, je crois, c'était au Grand Prix du Japon. Alors que nous avons Coulthard et Hakkinen qui va peut-être monter. Dernier tour. Sur la troisième marche du podium. Alors attention, maintenant nous avons Damon Hill à quelques kilomètres, un peu moins de 3, du bonheur. Oui, c'est la balade des gens heureux là. Si ça se termine comme ça, ce serait vraiment carton plein pour Renault, carton plein pour Damon Hill. Une superbe performance aussi pour David Coulthard. Peut-être un peu déçu de ne pas avoir pu démontrer tout ce qu'il voulait, mais il a 22 ans, n'oublions pas, et ce qu'il est en train de faire ici dans cette équipe est vraiment très très positif. Bien sûr, on a bien entendu, Alain, David Coulthard pourra encore démontrer son talent dans les Grands Prix qui viennent, puisqu'il est question de lui dans certaines écuries. Il a certainement des offres, et c'est un peu la question que vont se poser aussi bien Frank Williams que Renault, de savoir s'ils doivent le laisser partir ou si ils doivent le tenir pour l'année prochaine, surtout puisqu'apparemment c'est signé déjà avec Mansell pour les 3 derniers Grands Prix. Oui, absolument. 5e victoire qui est en train de se profiler pour Damon Hill, 5e victoire de la saison. Ce serait la 8e victoire en Grand Prix du pilote britannique qui livre ici son 31e Grand Prix. Il est maintenant dans la parabolique, la 180 degrés, et voilà la victoire qui va se profiler avec le drapeau à damier là sur votre gauche. On applaudit. Il se rapproche de son stand. Bravo pour lui, Damon Hill, alors vainqueur du Grand Prix du Portugal. Alors que là nous avon David Brown et Adrian Newey qui se congratulent, les deux ingénieurs de chez Williams Renault sous la férule de Patrick Head, le directeur technique. 1 Hill, 2 Coulthard, 3 Hakkinen. Et voilà, encore un podium pour McLaren Peugeot. Sur la McLaren Peugeot, donc 2 Williams Renault, une McLaren Peugeot sur le podium. Le 4e est Barrichello, le 5e est Verstappen sur la Benetton Ford, le 6e est Martin Brundle sur la 2e McLaren Peugeot. On se retrouve tout de suite pour le podium et puis l'analyse de cette course, de ce Grand Prix du Portugal avec Alain Prost. À tout